Allô, allô, allô. On y va? Tout le monde est là? Eh bien, bienvenue à tout le monde. Et c'est le dernier jour où on peut se faire plein de vœux et une année super énergique et plein d'innovations et qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc, on démarre la session 2017 des matinales d'innovation par un sujet très fashion. En fait, personne ne sait vraiment ce que c'est, donc je pense qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui sur la blockchain. Et on va d'abord demander à Bernard Audac de nous dire un petit mot de bienvenue avant de donner la parole à Serge pour nous faire sa petite conférence et enclencher juste derrière une table ronde. Merci Fadoua. Donc, tout d'abord, bienvenue à tous pour ce premier événement du CINOV de l'année 2017. Un événement qui démarre très, très, très bien avec effectivement un invité que je suis très, très content d'accueillir aujourd'hui, Serge Soudoplatov, qui était à l'initiative de beaucoup de projets très intéressants. Celui-là, que je ne vais pas déflorer, évidemment, en est un. Et puis un panel de participants au panel très intéressant également. De nouveau, Philippe Devost, qui est directeur à la Caisse des dépôts et consignations et co-gestionnaire en fait, de la plateforme numérique en charge de la blockchain. Il sera accompagné également de Nadia Filali, qui est également de la Caisse des dépôts, et bien sûr mon ami Pierre Brézé, membre du bureau du CINOV, qui incarnera aussi l'aspect protection industrielle et innovation. Pour le profane, la blockchain est un univers parallèle. Un univers parallèle, mais qui a des ramifications avec le monde bien réel. On pourrait imaginer une ruche sans reine, on pourrait imaginer effectivement une urbanité, une ville qui se reconstruit sur elle-même. À ce propos, c'est vrai que dans le lexique de la blockchain, les termes de souterrain, les termes de mineurs reviennent assez souvent, et effectivement, on a un peu l'image d'un monde qui se reconstruit sur lui-même, avec des particularités extrêmement mystérieuses, mais pourtant bien rationnelles. Et c'est ce qui nous intrigue aujourd'hui, que nous allons pouvoir mieux comprendre grâce à Serge. Je terminerai juste en citant un mot du poète qui dit tant d'étages souterrains, tant de travaux différents, tant d'extractions diverses. Que sort-il de toutes ces fouilles profondes? L'avenir. Serge, à vous. Bon. Comme je dis toujours, l'avenir est dans la tête de ceux qui le font, effectivement. Donc une vingtaine de minutes, comme ça on aura le temps d'échanger avec la table ronde et avec vous. Très bien, écoutez, que ce soit un peu plus interactif. Ouais, ouais. Merci de votre accueil. Effectivement, la blockchain, c'est un sujet qui est très fashion actuellement. Je vais essayer un peu de partager moi, ma vision sur ce que c'est, puis un peu didactique. Alors tout d'abord, la blockchain s'inscrit dans un premier contexte qui est celui que j'appelle la renaissance numérique. Alors pourquoi aujourd'hui le digital prend tellement d'importance? Vous savez, on dit toujours avant, c'était pas comme maintenant. Alors c'est vrai et c'est faux. Dans le champ de la science et de la technologie, c'est vrai. On construit des corpus de connaissances qui s'appuient les uns sur les autres, qui font qu'aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses qu'il y a 2000 ans. En revanche, dans le champ de la sociologie, finalement, on s'aime, on se déteste, on commerce, on échange à peu près de la même manière aujourd'hui qu'il y a 3000 ans, et ça change pas. On a quand même vécu un truc assez disruptif, c'est ça. Quand moi je suis né, il y avait 2,7 milliards d'individus sur Terre. Aujourd'hui, il y en a 7, c'est pas moi le coupable, hein, je vous rassure. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que nos journées sont bourrées d'interactions. On a plus de clients, plus de collaborateurs, plus de gens dans les rues, plus de gens dans le métro, etc. Il y a un indicateur très intéressant. Quand moi j'ai appris à conduire, à 18 ans, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Et puis la pression urbaine est venue, et puis j'ai appris avec la pression urbaine grandissante. Aujourd'hui, un gamin de 18 ans, il se prend ça en pleine poire.
Et ça, je peux vous assurer c'est pas facile pour eux. Donc ça veut dire quoi? Comme notre monde est bourré d'interactions, sur le plan informationnel, notre monde ressemble à ça. Alors qu'en fait, la promesse qu'on aimerait bien avoir, la promesse de l'Internet, c'est plutôt ça. Alors qu'est-ce qui fait que, comment arriver, je dirais aujourd'hui, un peu plus de sérénité dans le champ informationnel? Eh bien simplement, il faut éliminer tous les modèles anciens. Il faut éliminer tous les modèles qui hiérarchiques, tous les modèles qui font mal circuler l'information. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on survit, c'est l'équilibre homéostatique. Donc aujourd'hui, le rôle numéro un d'une entreprise, d'un dirigeant, etc., c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre dynamique qui fait que son organisation croît, prospère, quelles que soient les variations de l'environnement. À quoi ça sert de faire un business plan sur 5 ans si on ne sait pas quelle sera la température la semaine prochaine? Or, si vous regardez le plus bel exemple d'homéostasie, c'est le corps humain. Or, le corps humain, qu'il fasse moins 10 ou plus 30 dehors, la température interne ne change pas. Elle ne change que quand on a la fièvre. Magnifique exemple d'homéostasie. Et pourquoi on est toujours vivant? Parce que tous nos composantes passent leur temps à s'échanger de l'information. Le cœur, la rate, le poumon, les reins, tout ça, ça s'échange de l'information. Donc aujourd'hui, l'échange d'informations est primordial. Et ça veut dire que tous les modèles qui font mal circuler l'information sont à proscrire. Les modèles hiérarchiques, les modèles basés sur la méfiance, les modèles en silo. Tout ça, c'est une véritable catastrophe parce que ça fait mal circuler l'information et donc ça empêche d'arriver à l'homéostasie. Et donc on commence à voir arriver, je dirais, l'importance des modèles en pair à pair. Les modèles en pair à pair sont des modèles qui font bien circuler l'information. Et surtout, alors ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de mot français pour décrire ce terme anglais, la scalabilité. Les modèles en mode pair à pair résistent très bien à l'augmentation au facteur d'échelle. Les modèles hiérarchiques résistent très mal. Parce qu'au bout d'un moment, il y a plus d'interactions. Donc plus d'interactions, ça veut dire plus de gens pour gérer ces interactions, plus de chefs, et puis on sait bien où ça mène, quoi. Donc la renaissance numérique aujourd'hui, c'est un modèle qui est basé sur l'homéostasie et sur la circulation d'informations en pair à pair. Alors les anciens comme moi se rappellent de l'époque où quand on voulait communiquer, on avait besoin d'un opérateur de télécom. On ne pouvait pas faire ça. Je me souviens un jour, j'étais au Pérou, je devais appeler la France, il fallait que j'aille au poste local, dans la cabine téléphonique, payer très cher, etc. Donc, si vous voulez, c'était une époque où l'opérateur de télécom était le tiers de confiance de communication qui disait « Sans moi, tu n'arriveras pas à communiquer ». Aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, on arrive dans un hôtel, on a la clé Wi-Fi chez des amis, on fait du Viber, du Skype, du WhatsApp, etc. Ça ne veut pas dire que l'opérateur de télécom a disparu, ça veut dire que son rôle de tiers de confiance a totalement disparu. Ils appellent ça l'OTT, over the top, mais aujourd'hui, on a radicalement changé nos modes de communication dans des choses en pair à pair. Alors, pour moi, la même chose est en train de se passer dans le domaine de la transaction. Aujourd'hui, si on veut faire une transaction, il y a besoin d'un tiers de confiance. Il y a une banque qui vous dit « Sans moi, tu ne seras pas capable d'envoyer de l'argent à l'étranger ». Il y a un notaire qui vous dit « Sans moi, tu ne seras pas capable d'acheter un appartement, une maison, de faire une transaction, etc. » Et justement, ce qui est intéressant, c'est que la blockchain, la technologie, c'est quelque chose qui permet de réaliser le même basculement que ce qui s'est passé dans le monde des télécoms, mais dans le monde transactionnel. Donc aujourd'hui, on va arriver à faire des transactions sans qu'il y ait besoin du tiers de confiance. Alors pourquoi aujourd'hui veut-on se passer des tiers de confiance? Parce qu'aujourd'hui, une des caractéristiques de notre monde, c'est la crise de confiance dans les institutions. Alors, la confiance, c'est marrant, hein, quand on essaye de modéliser la confiance, c'est un équilibre extraordinairement instable. Serge et Philippe se font confiance. Puis d'un seul coup, Serge vacille, alors Philippe doute. Alors comme Philippe doute, Serge doute. Et là, on se retrouve dans la case méfiance. Équilibre remarquablement stable. Hein, alors qu'est-ce que j'avais raison de ne pas faire confiance à cet imbécile de Serge, hein. Vraiment, c'est équilibre remarquablement stable. Donc si vous voulez, première chose, pour maintenir la confiance, il faut de l'énergie. Et la question, c'est d'où vient cette énergie? Et c'est là où on assiste à la confrontation de deux modèles. Le modèle anglo-saxon, l'énergie vient de la communauté, vient des gens eux-mêmes. Modèle plutôt latin, l'énergie vient d'une autorité externe. Vous savez, quand eBay est né, par exemple, il y avait plein de sites de vente aux enchères. Mais la particularité d'eBay, c'était ce mécanisme de connotation entre les acheteurs et les vendeurs, qu'on trouve partout maintenant, hein, dans Blablacar, dans tous les sites transactionnels. Qu'est-ce qu'a fait eBay? Il a dit, je fais émerger la confiance du réseau, de la communauté, et pas du tout d'une autorité externe. Alors, ce modèle-là, il a un inconvénient, c'est qu'il faut que les gens mettent de l'énergie. Hein. L'autre modèle, c'est simple, on a un problème, on va voir le chef, on a un problème, maintenant tu te démerdes. Hein. Un avion se crase, il faut qu'on appelle le président de la République, quoi, bref, quoi. L'inconvénient de ce modèle-là, c'est qu'il n'est pas scalable.
C'est que comme il y a de plus en plus d'interactions, eh bien, ça marche pas. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que la particularité de la blockchain, c'est que c'est une technologie qui rencontre un problème social, qui est la crise de confiance dans les institutions. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait confiance aux GAFA? Pas tellement. Est-ce qu'on fait confiance aux marques? Pas terrible. Aux États? Non. Et même l'État français, qui était pourtant une espèce d'îlot où on était quasiment un des rares pays au monde à faire confiance à notre État, vous regardez les enquêtes du Cevipof, il y a le lien dans la note, même la confiance dans l'État français s'érode. Et aujourd'hui, ce que vous diront les sociologues, c'est que la confiance, elle s'établit dans deux endroits, la famille et les amis. Il y a même un général d'armée qui m'a dit, on sait très bien, nous, généraux, que si demain il y a une guerre, le bidas ne défendra pas la patrie, il défendra sa famille et ses potes. Et donc on voit très bien aujourd'hui qu'il y a un besoin de confiance dans les modèles communautaires, on ne veut plus de tiers de confiance institutionnelle. Alors vous savez, des innovations qui ne rencontrent pas un problème ou un terreau sociologique, ça existe, je me souviens du RNIS, ISDN, Innovation Subscribers Don't Need, ça c'est typiquement un truc qui ne marche pas. Mais quand vous avez une technologie qui remplit ce rôle-là, eh bien, d'un seul coup, il y a matière à faire quelque chose qui est de l'ordre d'une révolution. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technologie? C'est un truc qui est quand même assez sophistiqué, c'est très matheux. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous n'avez pas les maths, il va falloir vous tordre les neurones. Non, je blague. Ça s'appelle le problème des généraux byzantins. Vous avez une ville à attaquer, et il y a plusieurs corps d'armée, 3. Et on sait très bien qu'il faut que les 3 attaquent en même temps, parce que si l'un des 3 n'attaque pas, s'il n'y en a que 2, eh bien la ville va gagner. Il faut que les 3 attaquent en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inventeur de la blockchain s'est posé la question, comment gérer la confiance en sachant qu'il y a peut-être un des 3 généraux qui en fait est un menteur, qui est un traître. Alors, jusqu'à l'invention de la blockchain, la seule manière d'arriver à ce consensus, c'était un chef suprême qui disait à tout le monde, c'est à 10h10 demain. Et ce chef suprême disait, voilà, et puis l'ordre descendait d'en haut, modèle hiérarchique. Et la grande innovation, je dirais, de la blockchain en termes d'algorithme, c'est on arrive à remplir ce même niveau de confiance sans avoir besoin d'une autorité supérieure. Donc comment ça marche grosso modo? Un des généraux dit à tout le monde, c'est demain 10h10. Et puis un deuxième généraux dit, j'ai compris, c'est demain 10h10. Donc vous voyez, c'est comme des blocs, en l'occurrence, comme des transactions. Il aligne les transactions au-dessus des autres. Et le troisième général dit, j'ai bien compris, c'est demain à 10h10. Et donc vous avez un principe où tout le monde voit que tous les généraux ont bien compris. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet historique de j'ai bien compris est redistribué à tout le monde. Et donc on voit bien l'intérêt, c'est que si l'un des généraux ment, il y aura une non-concordance entre ce que les gens posséderont, et donc du coup, ça ne pourra pas marcher. Donc c'est ça la base algorithmique de la blockchain, c'est de distribuer la confiance. C'est un algorithme qui permet de distribuer la confiance. Alors en fait, la blockchain, c'est 5 promesses et c'est 5 ingrédients. La première promesse est un consensus distribué. Ça, c'est très important. On peut obtenir un consensus sans avoir besoin d'une autorité supérieure qui gère le sens. Deuxièmement, c'est un système transactionnel. On est bien dans le monde de la transaction, on n'est plus dans le monde simplement de la communication, qui est garanti par une communauté. Et ça, c'est très important. Si on veut tricher dans une blockchain, quand on est dans un modèle communautaire, il faut en fait convaincre plus de la moitié de la communauté que c'est vous qui avez raison. Donc plus la communauté est grande, plus le travail de conviction devient difficile. Sans tiers de confiance, ça c'est fondamental, et surtout qui opère des protocoles complexes. Ça, mes amis, tout à l'heure, vous parleront effectivement d'une de ces beautés de la blockchain, c'est qu'on peut y mettre des choses extrêmement complexes. Les 5 ingrédients, les 5 promesses de la blockchain, ça arrive à quoi? Ça arrive à un modèle transactionnel, et alors qu'il n'y a plus besoin d'une clearing house au milieu. Vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi quand j'envoie de l'argent en Australie, ça met 3 jours? Ça met 3 jours parce qu'il y a une clearing house avec des êtres humains au milieu qui disent moi je vérifie. C'est ça, une des promesses de la blockchain, c'est maintenant je fais ça de manière distribuée, un peu comme les protocoles pair à pair de BitTorrent. Donc les 5 ingrédients de la blockchain. 5 ingrédients, premièrement, ce sont des chaînes qui sont signées et qui sont infalsifiables. C'est-à-dire que vous accumulez, c'est signé, c'est crypté, et vous ne pouvez pas les changer. Bien sûr, des systèmes basés sur des clés publiques et privées. Un protocole de distribution en pair à pair. Donc blockchain, c'est comme BitTorrent. Il faut vraiment distribuer à tout le monde. Et puis, tous les nœuds du réseau reçoivent une copie du grand livre de transactions. Une communauté non manipulable, c'est-à-dire des gens suffisamment honnêtes et qui sont émus par un désir commun et que vous ne pouvez pas orienter.
et un protocole de certification de consensus. Ça, c'est une des choses les plus complexes à comprendre parce que c'est ce qu'on appelle le travail de minage. C'est le Bitcoin. Le Bitcoin a dit, je veux rendre le travail de falsification de plus en plus difficile. Donc du coup, je force quelque chose, sur le plan mathématique, grosso modo, c'est on force des algorithmes, on force que la clé obéisse à un certain nombre de contraintes. Donc c'est exprès que le Bitcoin a dit, je vais faire en sorte que ça devienne de plus en plus compliqué de générer la clé au fur et à mesure que la blockchain augmente. Ça s'appelle la proof of work. Et ça pose un problème. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il n'est pas obligé d'utiliser ces 5 ingrédients. Vous savez, on peut se poser la question, pourquoi, et Philippe Devost est là parmi nous, pourquoi les banquiers s'intéressent à une technologie qui, a priori, va leur supprimer leur job? Ben, c'est parce que vous n'êtes pas forcé d'utiliser les 5 ingrédients. Entre autres, vous pouvez très bien dire, par exemple, la communauté, c'est moi le banquier. C'est moi qui assure la sécurité des transactions. En revanche, la blockchain m'intéresse parce que c'est une manière, sur le plan informatique, de réaliser une qualité, une fiabilité de transaction à un coût beaucoup moindre. Vous voyez, on parle beaucoup même de la proof of work, par exemple. La proof of work, elle est difficile dans le cas des bitcoins. On n'est pas forcé, quand on met en place une blockchain, d'ailleurs ce serait intéressant que Philippe et Nadia nous racontent qu'est-ce qu'ils utilisent de tous ces 5 ingrédients, on n'est pas forcé de faire ça. Alors, un petit passage par les bitcoins. Les bitcoins, donc dès le début, la fondation des bitcoins, c'était on va faire une proof of work qui va être de plus en plus difficile au fur et à mesure que ça augmente. Donc c'est ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, ce sont ceux qui fabriquent les algorithmes. Donc grosso modo, les mineurs sont en compétition. Et puis au début, c'était des particuliers qui faisaient tourner des cartes graphiques. Puis petit à petit, comme ça devenait de plus en plus difficile, les mineurs individuels, ils pouvaient plus. Et les mineurs sont rémunérés en pourcentage, exactement comme un pourcentage de transaction bancaire, sauf qu'il est beaucoup plus faible que quand les blocs. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est aujourd'hui qu'un centre de minage de la blockchain, du Bitcoin, en voilà un. Donc vous voyez que c'est pas 5 en Suède, parce que là-bas, donc quand vous voyez qu'il faut ça aujourd'hui pour miner la blockchain, vous dites que c'est pas forcément le modèle du Bitcoin, pardon, c'est pas forcément un modèle qui est applicable à n'importe quelle blockchain. On peut pas se permettre, ça a un coût environnemental qui est énorme. Vous voyez, on peut pas tous se permettre de faire ça, quoi. Alors le Bitcoin, ça a été, vous voyez, un des problèmes, c'est que Bitcoin et blockchain ont été, je dirais, co-sanguins, co-substantiels, alors qu'aujourd'hui, ça se sépare. Quelques chiffres, quand même 16 millions de Bitcoins en circulation. On a même aujourd'hui des DAB, distributeurs de billets en Bitcoin. Donc le Bitcoin est parti, c'est un des premiers usages de la blockchain. Et je dirais, c'est quelque chose d'intéressant, c'est probablement la plus grande blockchain aujourd'hui au monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre dans une blockchain? Bon, on peut mettre du contenu, il y a même des gens qui mettent ce qu'on appelle des œufs de Pâques dans les blocs, c'est-à-dire des petits bouts, des photos, etc. Bien sûr, des transactions, mais on peut aussi y mettre des algorithmes. Typiquement, un algorithme, c'est est-ce que le paiement a bien eu lieu? Si oui, je débloque la clé. Alors, on a vu qu'il y a un hôtel qui vient de se faire hacker là, récemment, mais bon, on pourrait très bien faire une blockchain où l'acheteur et le vendeur, en fonction de la transaction financière, il y a un algorithme qui dit, oui, l'argent a bien été viré, donc je bloque la clé de l'ancien propriétaire et je débloque la clé du nouveau propriétaire. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle les DAO, les Decentralized Autonomous Organization. C'est-à-dire, finalement, on prend la gouvernance d'une entreprise, et puis je prends tout ce qui peut se mettre dans un algorithme, et puis finalement, cette gouvernance, c'est un programme, et je mets ça dans une blockchain. En France, on a Nous Citoyens, qui utilise une blockchain. Il y a le Parti Pirate, qui utilise des blockchains aussi. Et puis, on peut arriver à ce qu'on appelle la démocratie liquide, pour ceux qui sont intéressés. C'est une forme de démocratie où, finalement, les gens font du trading, de vote, en fonction de leurs compétences. Moi, je suis compétent en environnement, donc tu me fais confiance, mais toi, tu es compétent en social, donc moi, je te fais confiance sur ces sujets-là. Alors, des blockchains, oui, il y en a plein, actuellement. Il faut bien comprendre qu'on en est au début. Je dis toujours, on en est un peu à l'invention de TCP/IP, c'est-à-dire on a inventé un algorithme. Vous savez, l'Internet, c'est entre percolation et exaptation. Donc l'exaptation, c'est cette propriété de la nature de faire des formes pour régler un problème et qui en règle d'autres. L'exemple le plus connu, c'est les plumes des oiseaux. Les oiseaux développent des plumes pour faire de la régulation thermique du corps, ça leur permet de voler. Si vous regardez le monde Internet, ce n'est que de l'exaptation. Je veux dire, quand les gens ont fait Internet, ils n'ont pas dit on va faire Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, la blockchain, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on en est au début d'une aventure qui est passionnante. Alors oui, le Honduras met son cadastre sur une blockchain pour éviter les fraudes. Oui,
L'Estonie réalise, eux, leur dossier médical personnalisé sur une blockchain, etc. Donc, on a plein de choses passionnantes qu'on va voir dans la réunion après. Donc, voilà. Merci pour m'avoir accordé cette petite intro. Et voilà. Bah, Je ne sais pas merci si j'ai tenu les 20 minutes. C'est super, c'était super didactique. Asseyez-vous. Je demande à Philippe, Nadia et Pierre de nous rejoindre. Merci beaucoup Serge. Comme tu me l'as dit, c'était effectivement très didactique et donc merci à vous tous d'être là. Donc je vais demander d'abord très rapidement à tout le monde de se présenter rapidement et de dire un peu une définition un peu personnelle de la blockchain et ce qui vous a amené à travailler dessus. Je commence par Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Avant de me présenter Daniel Manifian, je voudrais quand même vous pensez tous connaître Serge. Il y a peut-être une chose que vous ne savez pas sur lui. Il y a une chose que vous ne savez pas sur lui. Il parle arabe. Hein. Manifestement, il sait que vous ne le savez pas. Et ça fait un lien avec ma présentation. Donc moi, quand j'étais bébé ingénieur, j'ai démarré Wanadoo, dont Serge était l'abonné numéro 00000001. Donc vous avez en face de vous le premier abonné à Wanadoo. Voilà. Bon, après ça, j'ai fait 2-3 petites choses dans des startups. Je suis à la Caisse des dépôts depuis 5 ans. Je m'occupe du volet numérique du programme d'investissement d'avenir. Donc, de grâce, quand vous me présentez, ne me présentez surtout pas comme directeur de la Caisse des dépôts parce que là, vous allez doubler le nombre de halbardes que j'ai déjà dans le dos. C'est une grande maison qui, comme toutes les grandes maisons françaises, fonctionne à la jalousie et au maintien du statut. Donc, voilà, si vous voulez me préserver et que je ne finisse pas dans la Seine avec du ciment autour des pieds, je ne suis que directeur adjoint de la mission programme d'investissement d'avenir. Voilà. Pour moi, la blockchain, c'est probablement un des défis politiques et culturels les plus intéressants du début de ce siècle, et ce au niveau mondial. Voilà. Nadia, comme vous êtes à la Caisse des dépôts aussi, il faut une définition différente. Sinon, moi, j'ai une définition différente. Je vais me présenter, puis j'aurai une définition différente, un peu plus proche de Serge. Justement, donc moi, je m'appelle Nadia Filali. Je suis directrice du programme blockchain à la Caisse des dépôts, à la direction de la transformation numérique. Et j'ai connu la blockchain au cours d'un dîner, parce que j'ai un jeune homme à la maison qui m'a expliqué que c'était cool d'acheter du bitcoin et qu'il fallait acheter du bitcoin. Et ce jeune homme fait partie de la génération qui ne connaît que la densité dont parlait Serge tout à l'heure et qui est très en avance sur pas mal de choses. Donc je me suis intéressée au sujet et que j'ai trouvé passionnant. Et moi je dirais qu'au-delà d'un ou de plusieurs protocoles qui vont permettre de disrupter certains de nos métiers, c'est surtout et avant tout et en premier un protocole social. Et c'est là que je rejoins Serge. Parce qu'en fait, il n'est pas né par hasard. Il est né parce qu'effectivement, il y a un manque de confiance. Alors, le Bitcoin, c'est la crise de confiance financière des années 2007-2008, qui est née avec la crise des subprimes, entre autres. Mais c'est un vrai sujet de changement de paradigme de ce que voudrait une certaine partie de la population sur un mode de démocratie différente, un mode de gouvernance des activités économiques différentes. Ça commence avec l'économie collaborative et ça se termine avec une drôle de présidentielle. Voilà, si on est en France. Pierre. Alors moi j'ai un rôle beaucoup plus modeste par rapport à la ruée vers l'or qu'est la blockchain. Moi je rencontre en fait surtout les fabricants de pelles et de pioches. Puisqu'en tant que conseiller en brevet, je rencontre beaucoup de startups qui développent des briques technologiques et s'interrogent sur la question de brevet. Et il y a, en 95, j'étais un peu dans le même contexte avec des startups dans le domaine du paiement numérique. Et j'avais écrit, en analysant les brevets qui étaient publiés à cette époque, quelles étaient les tendances qui se dessinaient. Et c'était un livre sur le paiement numérique sur Internet. Et c'est intéressant de revoir aujourd'hui, c'était en 95, tout ce qui était vu était bien sûr a disparu et d'autres choses ont apparu.
Et donc, je donnerai un tout petit éclairage beaucoup plus prosaïque par l'observation de qu'est-ce qui est actuellement publié comme brevet, qui les dépose, sur quoi ils portent. Parce que c'est la partie immergée de l'iceberg qui permet quand même d'entrevoir des perspectives et des tendances. Ok, donc en fait, ce qu'on s'était dit hier quand on s'est parlé, c'est qu'on a envie de rentrer un peu plus dans des choses très concrètes, de use case, etc. Mais avant d'y rentrer, et Nadia aurait des choses à nous dire dessus, moi je voudrais vous questionner un peu tous. Serge, on s'était dit TCP/IP à presque 50 ans, c'est 69. Donc en fait, est-ce qu'il y a un apprentissage on part du tiers de confiance et de passer d'un protocole qui gère des télécoms à un protocole qui gère des transactions, et on veut justement plus distribuer ce tiers de confiance, mais aujourd'hui, ce dont on parle le plus, c'est de régulation, de protection, de souveraineté, de cyberwar. Est-ce qu'on a un apprentissage dans ces 50 ans de standards, de protocoles, de W3C qui fait que, Philippe, tu peux nous en dire quelque chose, la façon dont on abordera, dont on est en train d'aborder, parce que ce sont juste les prémices de la blockchain, est-ce qu'il y a des enseignements sur la façon de l'aborder, ou ça se fera de toute façon, comme vous avez dit, ça se fera de façon communautaire et on va suivre en fonction des pratiques qui demanderont le plus. Ça, c'est une question un peu plus générale sur qu'est-ce qu'on fait cette blockchain à l'heure d'aujourd'hui et de ce que deviennent les territoires géographiques, numériques, de protection, etc. La question est pour ça, je l'ai pour moi. Pour tout le monde, mais tu commences. Hein. Le parallèle est intéressant parce que, et on le doit d'ailleurs à l'inventeur, au fondateur de Netscape, qui écrivait fin 94 que Bitcoin et blockchain c'était un peu comme TCP/IP au moment de son démarrage. Et la comparaison est intéressante, notamment par ses limites. Il y en a plusieurs. La première, ce que voulait dire Andreessen, en gros, c'était qu'à l'époque, personne n'avait imaginé que Internet toucherait 20 ans plus tard la quasi-totalité de la population mondiale et dans une dizaine d'années la quasi-totalité des objets connectés mondiaux qui seront un ordre de grandeur plus nombreux que nous. Donc ça vous donne une idée de la scalabilité, de la capacité à passer à l'échelle, pour rester en français, de ce protocole. Mais ceux qui travaillaient dedans avaient déjà entrevu ça. Et c'est ce que voulait dire Andreessen fin 2014 pour dire voilà, on est dans la même situation. Ceux qui ont les mains dans le protocole ont vu quelque chose et pour les autres c'est totalement incompréhensible. Il y a une petite différence quand même, c'est que dans les années 90, il y avait quelques médias spécialisés sur l'électronique et l'informatique, mais il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas de crise des médias, donc il y avait encore des journalistes sérieux qui faisaient leur travail et qui écrivaient des choses intelligibles dont ils avaient vérifié la fiabilité. Aujourd'hui, et je continue à penser que c'est le cas, 90% de ce que vous dites dans la presse sur le sujet, c'est de la foutaise absolue. C'est très mal formulé, c'est écrit par des gens qui n'ont pas compris et qui veulent aller vite. La réalité, c'est que personne, y compris Nadia et moi, ne comprenons dans le détail ce qui a émergé fin 2008. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Internet, fondamentalement, dans son objet, est une machine à copier de l'information. Quand Serge m'a envoyé son premier email d'abonné numéro 00001, ce qui s'est fondamentalement passé, c'est qu'un texte qui avait été écrit sur l'ordinateur de Serge a été copié et a été envoyé sur mon ordinateur. Serge a gardé le texte original. De 1, on est passé à 2. Dans le monde du smartphone, si j'envoie une photo de cette audience à Fadoua tout à l'heure, c'est pareil, d'une photo, d'une image, on en aura fait 2. Est-ce que quelqu'un a un billet de 10 € dans la salle? Non, mais c'est intéressant. Oui, ça, ils n'ont que des bitcoins, il n'y a plus de 10 €. Ce qu'on vient de se dire, voilà, merci. C'est bien, Pierre. Ce qu'on vient de se dire. Tu es un survivor. Ce qu'on vient de se dire sur l'email, ce qu'on vient de se dire sur les images, ce qu'on vient de se dire sur la manière dont fonctionne Internet. Internet est une machine à copier de l'information. Vous vous rendez bien compte que si jamais on applique ça à ceci, on a un léger problème. Et tout le système de confiance implicite qui fait société, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet culturel et politique, repose sur le fait qu'implicitement,
quand je tends ce billet à Fadois, On ne le double pas, quoi. Tu n'en gardes on est pas un. tous d'accord sur le fait qu'il n'est plus dans ma main, qu'il est arrivé dans la sienne, que c'est le même billet et qu'il n'y a pas une machine dans ma poche qui est en train d'en fabriquer un autre. Le seul truc dont vous doutez encore, c'est de savoir si je vais vous le rendre, mais ça va être réglé tout de suite. Ça, c'est simplement pour dire que Internet, c'était formidable pour l'information. Là, on est en train de parler de transactions. Et les transactions, elles reposent sur leur capacité à être uniques, à ne pas être rejouables. C'est toute la question du double spend, etc. Donc ça, c'est la deuxième différence fondamentale qui structure énormément de choses. La troisième différence, et pour moi, c'est là que l'enjeu est politique et culturel, et c'est pour ça qu'on n'y comprend rien, c'est qu'Internet, c'était effectivement très beau, c'était très libertaire, c'était très décentralisé, c'était très Woodstock, tout ce que vous voulez. N'empêche que c'est parti du départ d'une agence de la défense américaine. C'est passé dans le civil à travers une ou des gouvernances, l'IETF, le W3C. Autrement dit, il y a des humains qui ont convenu de se rencontrer, qui ont convenu de débattre, qui ont convenu éventuellement de s'engueuler, mais qui ont convenu d'arriver entre eux à des consensus qui seraient proposés comme des standards à d'autres. Là, on est dans un contexte qui est complètement différent. Comme Nadia le rappelait tout à l'heure, on est fin 2008. Il y a quelqu'un, on ne sait même pas si c'est quelqu'un ou si c'est quelqu'une ou si c'est quelques-uns ou quelques-unes, qui publie en décembre un white paper qui est accessible à tout le monde, sous un pseudonyme qui est Satoshi Nakamoto, dans lequel il décrit un système de paiement électronique sans intermédiaire, dans lequel il propose le code source permettant d'implémenter ce système. Donc il offre sa réflexion à tout le monde. Ces mêmes Satoshi Nakamoto déploient le premier nœud de Bitcoin en janvier 2009. Ils n'ont demandé la permission à personne. Ça n'est pas issu d'une gouvernance, ça n'est pas issu d'une volonté commune. Et je ne vais pas vous refaire le film parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Vitalik Buterin, du haut de ses 19 ans et de son regard bleu de psychopathe en fin de post-adolescence, quand il lance Ethereum et quand il lève l'équivalent de 18 millions de dollars pour financer ses développements, demande la permission à personne. Et quand The DAO, l'été dernier, se permet de lever l'équivalent de 160 millions de dollars, la plus grosse levée de fonds, la plus grosse constitution de fonds à partir d'Ethereum, sans gouvernance, sans thèse d'investissement, sans régulateur, sans rien, on est complètement hors du champ de la régulation pyramidale ou centralisée qu'évoquait Serge tout à l'heure et qu'évoquait Nadia. Et pour moi, c'est ces trois... Tant qu'on n'a pas compris que ces histoires de blockchain reposent sur cette analogie et ces trois différences, il est très difficile d'entrer dans le sujet. Mais est-ce que c'est juste parce que ce sont les prémices, c'est qu'on est dans un Woodstock saison 2, parce qu'en réalité, il y a des murs. Serge a parlé de murs opérationnels physiques. Il faut stocker l'information. Il y a la complexité qui décélérera des développements. Est-ce que c'est juste parce qu'on est à même pas 10 ans ou parce que structurellement, c'est vraiment très différent Non, alors il y a deux choses. D'abord, je vais corriger une toute petite inexactitude. La blockchain n'est pas une base de données de stockage. Vous n'enregistrez pas de documents dans une blockchain. Vous n'enregistrez pas d'images. Sinon, elle aurait déjà explosé en taille. Hein. La blockchain la plus connue aujourd'hui, celle de Bitcoin. Si vous voulez participer au réseau Bitcoin et donc mettre dessus votre ordinateur, la première chose qui va se passer, c'est que vous allez télécharger la copie la plus à jour de la blockchain. Ça va vous prendre aujourd'hui à peu près 90 gigaoctets. On est peut-être passé à 100. Comme vous avez un bloc de transaction toutes les 10 minutes et que le bloc fait 1 méga, vous imaginez bien que si dans les blocs on stockait ne fût-ce qu'une photo, le truc aurait déjà explosé. Donc en fait, dans la blockchain, vous n'inscrivez dans les champs de métadonnées associés aux transactions que les empreintes numériques, les signatures numériques uniques, les hash, de documents qui doivent exister par ailleurs et qui doivent être maintenus par ailleurs. Vous avez des limites, effectivement. Vous avez des limites, en tout cas sur les blockchains les plus répandues aujourd'hui, les blockchains publiques les plus répandues, vous avez des limites de débit. Vous avez un paquet d'imperfections. Réciproquement, et contrairement à ce que beaucoup de gens écrivent et disent ou croient, sur la blockchain, encore une fois, la plus utilisée, qui est celle de Bitcoin, ça fait 8 ans qu'elle tourne. Elle n'a jamais été compromise. Comprenez-moi bien. Je vais faire une analogie pour ça. Si vous la regardez comme une autoroute, il n'y a jamais eu d'accident sur l'autoroute. Il y a eu pas mal de magouilles dans les stations essence. Il y a eu plein d'affaires et de trucs pas nets au péage. Mais pas d'accident. Il n'y a jamais eu d'accident sur l'autoroute. Jamais. Et donc, voilà, on est dans un régime d'imperfection. Cela étant, il y a des limites. Mais quand vous voyez le nombre de développeurs qui bossent sur ces sujets-là,
quand vous vous rendez compte qu'à côté des 2 blockchains publiques les plus connues, qui sont celles de Bitcoin et d'Ethereum, vous en avez 698 autres, dont des récentes qui devraient nous faire beaucoup plus peur que celles de Bitcoin, comme Zcash ou Monero, qui, elles, vous proposent de l'anonymat absolu des transactions, alors que celle de Bitcoin, elle est pseudonyme. Et n'importe qui d'un peu compétent est parfaitement capable de tracer des clés publiques, qui sont les instruments avec lesquels vous transactez, et de regarder ce qui bouge. Vous êtes, encore une fois, une blockchain publique, c'est la traçabilité, transaction après, c'est le suivi d'un billet de 10 euros, de sa création jusqu'à sa destination finale, et la garantie que n'importe qui, que tout le monde peut savoir et peut se mettre d'accord à tout moment sur où il était à un instant donné. Donc, Serge, rapidement, avant que Nadia nous dise un peu très concrètement les thématiques sur lesquelles elle a commencé, comment ça se fait, qu'est-ce que vous pouvez répondre ou rebondir sur ce que Philippe est en train de dire, surtout sur cette histoire, est-ce qu'il y a une régulation liquide qui est en train de se préparer où on est juste, on va suivre et voir ce qui va se passer par thématique. Moi, je crois que Philippe l'a bien dit, hein, on n'est plus dans Woodstock en ce qui concerne l'Internet. Les politiques, les puissants ont enfin compris que ça allait disrupter même leur rôle. Et donc aujourd'hui, on voit bien à quel point il y a je dirais, on est exactement dans ce que Gramsci, un communiste italien, hein, disait. Il y a crise lorsque l'ancien refuse de mourir et que le nouveau n'a pas encore le droit de naître. Donc aujourd'hui, le monde des puissants fait tout. Ils vous disent le contraire, mais ils font tout pour emmerder Internet, hein, ça c'est sûr, quoi. Parce que ces modèles communautaires, ça leur fait peur. Où est mon pouvoir là-dedans ? Donc bien évidemment, ils se disent on s'est fait avoir une première fois, on ne va pas se laisser avoir une deuxième fois. Effectivement, la transaction, je pourrais tout à l'heure, s'il y a un café, vous raconter un très beau conte du Moyen-Âge qui décrit très bien c'est le conte du cuisinier et puis du mendiant, qui décrit très bien ce qu'a dit Philippe. Ceci dit, la question c'est, pour moi, l'équivalent de Woodstock aujourd'hui, c'est les monnaies parallèles. C'est-à-dire que, grosso modo, vous savez très bien, c'est cette ville suisse qui s'était sortie de la mouise pendant la guerre en inventant une monnaie tout à fait locale. Et donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est les monnaies parallèles, les monnaies locales, qui, à mon avis, va être le facteur très déstabilisant sur le monde actuel. Parce que ce qui est fabuleux avec la blockchain, c'est que vous avez le moyen, justement, de gérer la confiance dans une communauté, et donc avec une monnaie qui peut-être, qui ne sera pas forcément le Bitcoin, ou qui sera peut-être le Bitcoin, mais en tout cas une monnaie locale. Et moi je pense que c'est ça le vecteur woodstockien, je dirais, d'expansion de la blockchain. Alors après, quel sera le pouvoir des États de réguler, quel sera le pouvoir de Bercy, comment Bercy regarde les monnaies parallèles, ça on est dans des hautes sphères politiques, si vous voulez. Mais je pense qu'aujourd'hui, il risque d'y avoir un schisme, hein, entre des citoyens, des communautés de citoyens et un pouvoir politique qui finalement s'arc-boute, et plus il s'arc-boutera sur les modes de régulation de l'ancien temps, il y a crise, effectivement, quand à un moment, je dirais, les usages sont en total désaccord avec la réglementation, quoi. Nadia, pour aller dans des choses plus concrètes et pour sortir un peu du Bitcoin, c'est les échanges qu'on a eus ensemble hier, il n'y a pas juste, c'est ce qui est le plus emblématique, mais dans une institution comme la Caisse, c'est des choix sur des thématiques, en tout cas autres que le Bitcoin. Comment ça a été choisi, en tout cas ce dont vous pouvez parler aujourd'hui, et sur lequel vous travaillez avec Philippe et votre équipe sur ce sujet-là? Alors, il y a notamment les identités dont vous m'avez parlé hier. Alors, il y a effectivement, tout à l'heure, Serge indiquait qu'on pouvait un peu choisir les ingrédients. Bon, dans les 5 ingrédients. Dans les 5 ingrédients. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais c'est peut-être parce que je deviens trop jeune, en fait. Et vous voulez tout prendre, être super sérieuse. Non, c'est pas une question de sérieux. C'est que, en fait, effectivement, il y a les blockchains publiques, Bitcoin, Ethereum. Et en opposition, on va amener des blockchains dites de permission ou de consortium, dans lesquels on connaît les membres de la communauté et ils ont le droit ou pas le droit de rentrer, de participer à cette communauté. Puis après, il y a un niveau supérieur qui est la blockchain privée, où là, tous les membres de la communauté appartiennent à la même communauté. En gros, c'est un peu la blockchain d'entreprise, espèce d'intranet de la blockchain. Donc celui-là, je vais directement le mettre derrière mon siège, parce que là, c'est une base de données distribuée et ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc, à la Caisse des dépôts, ce qu'on a lancé avec Philippe au début, c'est que quand on a commencé, on s'est rendu compte que c'était assez peu mature. Alors déjà en termes d'écosystème de start-up en France, qu'ensuite il y avait quelques entreprises qui travaillaient sur le sujet,
et que travailler sur des protocoles de consensus distribués seuls, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc on a décidé de lancer l'AppChain, qui est le premier consortium aujourd'hui européen qui regroupe des banquiers, des assureurs, des startups et des associations et qui fait intervenir le régulateur le 15 décembre dernier, en prenant un peu le sujet à l'envers d'ailleurs, un petit peu comme la blockchain, c'est-à-dire qu'on a réuni des gens, on leur a dit voilà, on va lancer un communiqué de presse dans 3 jours, voilà ce qu'on veut faire. Vous êtes OK, OK. Et on se mettra d'accord après, parce que sinon on en a pour 6 mois. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est mis d'accord pendant 6 mois et puis on a aussi travaillé pendant 6 mois. Donc l'AppChain, c'est quoi? C'est un laboratoire d'innovation avec un temps qu'on expérimente les blockchains et de quelle que soit la nature, en fait, publique et privée, parce qu'il va y avoir un sens aux deux, à mon sens. Enfin, il va y avoir une existence des deux. Sur les métiers de la banque, de l'assurance, des fonctions transverses, parfois des métiers cross-industrie, et notamment les assureurs, ils ont des sujets avec d'autres industries comme l'automobile, entre autres. Voilà. Et donc on a commencé à 11, on est 28 aujourd'hui. Et l'idée, c'était bien de mixer des collaborateurs métiers avec des développeurs des startups. À côté de ça, et je vais arriver au cas d'usage, à côté de ça, on a monté une communauté qui s'appelle Block CD Chain à la Caisse, qui est une communauté groupe dans laquelle on fait intervenir la Caisse des dépôts, la CNP, Informatique CDC, et puis ce qu'on connaît peut-être moins de la Caisse des dépôts, les 100 000 chauffeurs de bus et tramways de Transdev, les constructeurs d'immeubles d'ICAD, les ingénieurs d'Egis, les constructeurs de logements sociaux de la SNI, etc. Parce qu'en fait, effectivement, on regarde les cas d'usage bancaire et financier, mais pas uniquement. Et puis, on a lancé un programme de partenariat où on intervient sur des projets de place comme le projet avec la Banque de France, qui s'appelle Madré, et on a monté une société avec Euronext Euroclear pour monter une infrastructure de marché sur les PME non cotées. Voilà, ça c'est le cadre de qu'est-ce qu'on fait dans mon équipe et avec Philippe. Maintenant, les thématiques et les usages, comment c'est remonté? Alors, il y a des thématiques évidentes qui sont les thématiques bancaires et sur lesquelles Bercy et le Trésor ont fait des ouvertures. Déjà en mai, dans le cadre de la loi Macron, il y a eu une ouverture sur ce qu'on appelle les mini-bons avec la finance participative. Ça, c'est le premier cas. Et donc, on travaille avec l'association de la finance participative pour les aider à mettre en place une infrastructure blockchain pour distribuer les mini-bons, en fait, dans un réseau plutôt de consortium, mais qui permet à l'ensemble des entités qui font du crowdfunding de traiter ce sujet-là. Ça, c'est la première ouverture. Alors, c'est clair que le niveau de risque est assez minimal, parce que les bons de caisse, ce n'est pas des titres, et il y a une volumétrie assez faible, mais c'est une première ouverture. Ensuite, quand je parlais d'Euronext, on a également, dans le cadre de la loi Sympa, l'impossibilité de faire de la gestion de règlement de livraison sur les titres des PME non cotés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas industrialisé, c'est hyper manuel. Et du coup, on a décidé également de créer quelque chose là-dessus et d'avancer sur le sujet. Juste avec Euronext. Oui. Ouais. Non, avec Euronext, Société Générale, BP2S, Euroclear, BNP, Euroclear, la Caisse des dépôts, l'Association des investisseurs institutionnels et Europlace. Bon, ça représente une très grosse partie des acteurs du marché pour le coup. Et sinon, au sein de l'AppChain, le premier cas d'usage qu'on a voulu traiter, on parlait de pseudonyme et d'anonymat. Alors un pseudonyme, quand on est banquier ou assureur, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc aujourd'hui, sur blockchain, vous rentrez avec une clé privée et une clé publique. La clé publique et la clé privée, c'est une espèce de série de caractères qui est assez illisible, a priori. Donc on s'est demandé et on s'est posé la question de comment traiter l'identité numérique sur la blockchain. Et du coup, on s'est mis 2 épines dans le pied. La première, c'est l'identité numérique, parce que c'est un sujet en soi sans la blockchain. Et comment on le traite via la blockchain, si on est en blockchain de consortium ou public. Alors, le sujet, c'est de traiter comment on connaît ou pas son client et qui est-il, ou sa contrepartie, parce qu'il n'y a pas que des notions de clientèle. Donc, on a déjà commencé à travailler en groupe de travail avec l'ensemble des partenaires financiers de l'AppChain
sur ce sujet-là, à regarder les schémas d'implémentation avec les startups qui travaillent avec nous. Parce qu'on a des gens qui travaillent sur Bitcoin, des gens qui travaillent sur Ethereum, des gens qui ont développé leur propre système, etc. Et on est en train aujourd'hui d'implémenter un premier volet sur un protocole plutôt de consortium et qui peut être applicable à la blockchain publique et on en fera un deuxième plus tard. Sur la partie des identités. Sur la partie des identités. Ensuite, on a fait et on a terminé une expérimentation sur la gestion de ce qu'on appelle le calcul des appels de marge sur les préemprunts titres. On l'a fait sur Ethereum pour plusieurs raisons, pour tester les smart contracts, oui. Pour voir ce que ça voulait dire de mettre en place une fonction de middle office financière sous une blockchain, et de voir ce que ça voulait dire avec le régulateur. Et du coup... là, on parlait tout à l'heure des pain points un petit peu de la blockchain. Il se trouve que c'est à peu près les mêmes, qu'on soit blockchain publique ou privée, avec des degrés d'intensité différents, parce qu'on a des degrés d'exigence différents. Donc il y a des questions de performance, ça c'est clair, et de performance de volume, des performances de rapidité, des performances d'efficacité énergétique. Et puis il y a un autre point qui est, il y a un petit sujet de droit à l'oubli quand même. Hein, parce que dans la blockchain, on empile des choses, mais on les enlève jamais. On a des sujets de gouvernance, parce qu'effectivement, on parlait de la proof of work tout à l'heure, mais si on est sur Ethereum, on a une autre notion qui s'appelle la proof of stake, où c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Donc ça pose quand même une question. Comment on gère une blockchain, même quand on est en consortium, qui est maître du code, qui est maître de la maintenance du code. Je pense que tout à l'heure, il peut y avoir 2-3 sujets. On a des problèmes de confidentialité et de transparence des transactions. Ce système, il a été mis en place par manque de confiance et pour augmenter la transparence. Donc, quand on est banquier, la transparence, c'est bien. Jusqu'à un certain point. Mais jusqu'à un certain point. Parce que quand vous traitez des prêts emprunts titres, si vous êtes à 2 et que vous voyez ce que vous transactez avec l'autre, c'est pas un problème. Si vous êtes à 10 et que vous voyez ce que vous transactez avec l'autre, quand je dis voyez, Philippe a raison de dire que c'est... On voit pas tout, mais quand même, on voit des masses circuler. C'est pas possible. Donc, on est en train de travailler sur ces sujets-là et on a décidé de poursuivre sur la partie colla de titres, de poursuivre avec le régulateur parce qu'on a aussi identifié, ça c'est important, des offres de services nouvelles en fait et des potentialités nouvelles. Et c'est là où il faut effectivement un peu sortir du paradigme hiérarchique et un peu sortir de je suis un banquier, je vais tuer mon voisin et de toute façon j'aurai raison. Ça, c'est un peu la position de la caisse parce qu'on est un acteur fondamentalement neutre. Mais il y a un moment, il faut réfléchir au service ensemble parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire qu'ensemble et pas tout seul, en fait. Il y en a qui font des annonces en disant on a fait des POC et puis après, ils appellent les concurrents pour pour qu'ils les rejoignent. Donc, il y a un petit sujet. Et donc là, on fait travailler avec nous l'AMF, la CPR sur ces sujets-là qui sont très intéressés par ces sujets-là, avec des niveaux d'ouverture différents, ce qui est un petit peu normal, mais il y a quand même un certain niveau d'ouverture aujourd'hui en France. Si on veut aller plus loin sur la monnaie, ça c'est autre chose, parce que aujourd'hui on ne peut pas faire le lien complet et définitif entre le volet cash et réel du monde transactionnel hors cash. C'est pas permis ni par la Banque de France, ni par la BCE, etc. Et l'émergence, on voit des choses se passer effectivement sur les monnaies locales, avec des opportunités importantes. On était avec Philippe la semaine dernière au Paris FinTech Forum. Il y a plein de gens qui sont débancarisés. Il y a 2 millions de personnes, par exemple, en Grande-Bretagne, qui ne sont pas bancarisées. Et il y en a en France, il y en a ailleurs dans le monde. On peut imaginer une sorte de monnaie locale qui ne serait pas complètement une monnaie, qui correspondrait à un droit de consommer quelque chose dans un périmètre d'espace et de biens, et dans une durée, et permettre aux gens comme ça de commencer à s'organiser un petit peu différemment, à vivre différemment, et je vais utiliser un gros mot, de les éduquer en fait à rentrer dans un système et de pouvoir analyser les données pour comprendre comment il faut les aider. Et il y a une personne qui disait que le cash ne laisse pas de traces
les monnaies, crypto-monnaies laissent des traces en fait et laissent de la data. Voilà. Ben, en tout cas, c'est, comment dire, vulgairement, ça calme parce qu'on est loin du côté très, quand c'est la caisse qui s'en empare, on est tout de suite dans l'institutionnel, la régulation. Juste tout petit contrepoint. La caisse ne s'en empare pas. Non, mais non, mais je veux dire, ne serait-ce que dans le vocabulaire et les thématiques. C'est pas une pirouette. C'est pas une pirouette. Il s'est passé un truc assez magique fin 2015. C'est quand avec Nadia, on a fait le tour de quelques banquiers et quelques assureurs en disant voilà ce qu'on comprend, voilà ce qu'on comprend pas, voilà face à ce qu'on ne comprend pas comment on est convaincu qu'il faut mettre les mains dedans. Et ils ont dit OK. Et ils nous ont dit on arrive aux mêmes conclusions que vous. Le faire ensemble, c'est ce qui a le plus de sens. Mais ce serait vachement bien que vous preniez le lead pour une raison toute simple. C'est que si moi, BNP, moi, Société Générale, moi, AXA, j'étais sorti en disant je prends la tête d'un consortium avec tous mes concurrents pour explorer ensemble, ils auraient été immédiatement soupçonnés d'agenda caché. Et là, la Caisse, elle a redécouvert un truc extraordinaire, c'est que même si personne dans le grand public ne comprend ce qu'elle fait, il y a un consensus total et absolu sur le fait qu'elle est neutre, très intéressant, qu'elle est neutre et qu'elle est fiable. Ouais. C'est une vieille dame qui remplace une communauté, comme tu disais, de psychopathes aux yeux bleus. Non, et donc on est vraiment on est dans notre, en plus je pense qu'on est dans notre rôle de mission d'intérêt général, on est le catalyseur de quelque chose. Pierre, on manque de matière, justement, de données. Comme tu me disais, tu as des données assez factuelles. Et vraiment, en vous écoutant, on se dit, avec nos amis du CINOV, il nous faudra des deuxième et troisième sessions avec des startups. On est très habitués aux startups et là, ça manque. On en avait invité quelques-unes pour voir un peu ce qui se passe au niveau entrepreneurial. Mais Pierre, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, déjà, je te l'ai dit, et je le dis devant tout le monde, parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui nous a dit mais quoi, vous invitez Pierre Brézé à votre première matinale blockchain, ça va pas. C'est les nuits du logiciel libre, le blockchain, mais nous on trouve la caisse des dépôts, la protection, tout ça c'est très très bien pour démarrer. Quelles sont les données que tu as, dont tu disposes, même si ça ne concerne que ce qui est breveté? Et la deuxième question, où est ce qui n'est pas breveté? Surtout de ce que j'ai compris, la France n'a pas tellement breveté de choses dans la blockchain. Oui, alors sur un sujet aussi riche, aussi foisonnant, je pense qu'il faut avoir la tête dans les étoiles, et là je crois qu'on l'a magnifiquement illustré, mais aussi parfois les pieds dans la glaise, parce que derrière toutes ces perspectives, il y a aussi quand même des sous-jacents techniques et technologiques très importants. Et Serge Soudoblatov a expliqué tout le temps de traitement qui peut prendre quelques minutes. Là, on a vu la taille des data centers. Et en fait, derrière tout ça, il y a de la vraie technologie presque classique. Il y a des problèmes d'architecture informatique pour optimiser les capacités de traitement. Il y a des algorithmes très innovants pour paralléliser certains traitements et gagner un petit peu de temps de calcul. Et c'est essentiel pour que des solutions puissent se déployer. Il y a des choses très simples parfois de climatisation des serveurs. C'est con, mais c'est un enjeu majeur, etc. Et donc, c'est toujours intéressant de voir aussi, sous l'angle brevet, ces aspects un petit peu d'arrière-boutique, mais qui sont essentiels pour que les solutions fonctionnent. Et un petit point quand même, pour rebondir à ce que Philippe Devos disait sur tous ceux qui s'expriment sur blockchain, on peut dire un peu la même chose en matière de brevet. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment, etc., de manière souvent assez approximative. Et juste en deux mots, autrefois, les États-Unis, effectivement, avaient pris des positions très laxistes d'acceptation, de breveter, en gros, tout ce qui est nouveau sous le soleil, y compris les choses très conceptuelles, etc. Oui. Les États-Unis sont complètement alignés sur la position européenne. Il y a eu plusieurs décisions de la Cour fédérale importante et l'administration Obama aujourd'hui a fermé le robinet de ces brevets très, très abstraits, très conceptuels, en limitant la brevetabilité à des choses qui sont concrètes. Et en Europe, le critère aujourd'hui, c'est on accepte de breveter des solutions techniques apportant une solution à un problème technique, y compris lorsqu'elle s'est implémentée sous forme logicielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder de manière non dogmatique le terrain des jeux. Et là, j'ai fait une petite présentation des brevets qui comportent le terme blockchain ou des termes...
associés. Pas le connexes. deuxième cercle, parce qu'il y a beaucoup de technologies qui concourent au développement de la blockchain, mais j'ai voulu me focaliser vraiment sur le cœur des brevets blockchain. On voit que ça a décollé il y a très peu de temps, en fait. En 2013, on n'avait que 14 familles de brevets dans le monde qui évoquaient, et ça augmente, mais pas de façon extraordinaire. Par rapport aux télécoms, où on a des milliers, des dizaines de milliers de brevets chaque année, là, on est à la centaine. On voit que les acteurs sont quand même majoritairement d'origine américaine. Peu de ces brevets sont étendus à l'étranger. Donc on voit que ce sont des brevets qui sont encore... On se fait la main, mais on n'est pas encore dans une ambition de brevets de portée mondiale. Moins de 10% de ces brevets d'origine américaine sont étendus en Europe. C'est-à-dire que certainement, dans la vision de ces dépôts américains, l'Europe est vraiment une zone un petit peu anecdotique. On voit aussi que les Chinois sont assez actifs. À peu près 30% des brevets émanent d'institutions souvent académiques chinoises. Et par contre, ces brevets restent sino-chinois, ne sont pas étendus à l'étranger. Ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'un des acteurs majeurs en 2016, c'est une société nouvelle, EITC Holding, qui a été créée par Craig Wright. Mais c'est une logique de patent pool. Alors voilà, c'est intéressant d'essayer de voir. Oui, bien sûr, oui. Et donc c'est intéressant de voir cette société qui sort du bois. Philippe avait une toute petite remarque avant qu'on passe aux acteurs. C'est une question pour Pierre. Donc sur la slide précédente. Sur la slide précédente. Je me demandais si les brevets chinois, j'imagine, compte tenu de ce que tu as dit au tout début, les brevets chinois portent essentiellement sur les architectures d'ASIC de mining. Oui. Puisque les Chinois, il y a 3-4 ans, on pouvait faire de la cryptographie, donc du mining, et contribuer à la sécurisation du réseau depuis son ordinateur portable. Depuis, c'est devenu à mesure que le cours du Bitcoin a augmenté, puisque le Bitcoin est à la fois l'unité de transaction et l'incentive de rémunération des mineurs. Du coup, c'est devenu un marché intéressant. Il a fallu pédaler plus vite, puisque plus vous avez de tickets à la loterie, plus vous avez de chances de gagner. Et donc, on est passé dans les cartes graphiques, puis maintenant dans des circuits complètement dédiés, qui sont fabriqués exclusivement par des Chinois, qui d'ailleurs les pré-testent pendant une à deux semaines avant de vous les livrer. Comme vous avez payé cash front, en fait, ils vous livrent une machine qui a déjà servi à leur apporter de l'argent. Je ferme la parenthèse. Et donc, avant de passer au slide après... Les fabricants de pelles et de pioches, qui aujourd'hui gagnent de l'argent. Et ce sont des brevets solides, ce n'est pas des brevets bidons, etc. Mais et la France, Pierre? Où est la France? La France, on y viendra malheureusement. La France, je vois beaucoup de startups. En France, on a quand même des startups, on a des ingénieurs très bien formés. On a quand même des très bons mathématiciens. Mais donc, qu'est-ce qu'on loupe? Il ne faudrait pas qu'on loupe quelque chose, comme on en est au tout début. Voilà. Est-ce qu'il y a un souci ou Je reviendrai peut-être après sur les stratégies. Autre chose, donc, quels sont les grands déposants? Donc, EITC apparaît en premier, mais on voit aussi des acteurs classiques, Dell, Mastercard, IBM, etc. Donc, on pourra en tirer des enseignements après sur les stratégies de ces grands groupes qui sont prennent déjà la place. Ils sont un peu dans une situation exploratoire. On voit que le paiement, en fait, c'est aujourd'hui l'essentiel des brevets dans ce secteur, les transactions, mais on voit le IoT qui commence à émerger, smart contract qui commence à émerger. Et puis tout ce qui est identification des personnes, etc. Nous, du côté start-up, on voit émerger aussi dans la partie grid et énergie beaucoup de sujets blockchain sur les transactions énergétiques. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer Et transport aussi, ouais. Alors, sur la vue suivante, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? C'est une présentation que j'avais fait au groupe économique de la Chambre de commerce de Paris. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour les grands acteurs français? Je pense on voit que l'intensité de dépôt reste très faible par rapport à d'autres secteurs. Donc on en est vraiment à l'émergence. On voit que quelques grands acteurs américains commencent à prendre des positions. Bank of America, British Telecom, etc. Je pense que pour les grands acteurs français, il y a une réflexion à mener. Pas forcément de déposer des brevets à tour de bras ou pas, mais en tout cas, essayer de faire un benchmark par rapport à ce que font d'autres grands acteurs pour construire leur propre réflexion en la matière. Et en fait, pour ces grands déposants, on voit souvent que la politique de dépôt, on compare les brevets à des armes. Et cette comparaison n'est pas finalement si idiote que ça, c'est un peu ce qu'on constate en géopolitique. Le niveau d'armement d'un pays est le reflet de son ambition géopolitique.
les pays, autrefois l'Union soviétique, les Oui. États-Unis qui veulent dominer le monde, ont un armement puissant. Des pays qui ont des ambitions géopolitiques moins importantes ont moins d'armement. En matière de brevets, c'est assez voisin. Le niveau de brevet ne reflète pas l'envie de faire des procès du contentieux. C'est juste l'expression un peu subliminale de la volonté à dominer son secteur. Et dans ce domaine, je crois que la meilleure protection, ça restera toujours la vitesse. Et c'est le fait que le premier rafle la mise. Voilà. Donc je pense que la vraie réflexion, c'est la vitesse. Et alors pour les acteurs français, je dirais, ne pas décrocher du peloton de tête. Et ils sont formidablement accompagnés. C'est une chance, mais attention à ce qu'on ne se fasse pas déborder par d'autres qui ont peut-être eu des réflexions plus matures. Ne pas non plus s'égarer dans des politiques fébriles. On a vu des Accenture qui déposaient des brevets, tout sur n'importe quoi, etc. Et en fait, c'était en pure perte. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, sur ces secteurs, c'est de raisonner en entreprise étendue et d'avoir un second cercle de start-up qui ont des technologies complémentaires qu'ils vont développer plus rapidement que ce qu'on peut faire parfois dans des grandes structures. Et justement, ta recommandation, on en parlait tout à l'heure, c'est que justement parce que les entrepreneurs et les petites structures n'ont pas la maturité ou les capacités matérielles, le fait de raisonner un peu en mini patent pool avec des entreprises de tête et des briques technologiques autour serait une... la stratégie de requin et des remords. D'ailleurs, on a vu au CES de Las Vegas cette année, c'était une des premières fois où on voyait des grands acteurs, Engie, Safran, etc., venir avec dans leur valise des startups. Je crois que c'est vraiment une tendance à promouvoir. Alors pour des startups, voilà, vue suivante. Donc là, c'est intéressant de décortiquer un petit peu EITC Holding. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Parce que j'ai le sentiment intuitif, je ne les connais pas suffisamment, que c'est finalement une démarche très financière. C'est pas loin tu les de connais, stratégie Philippe, de patent troll. Craig Wright est un milliardaire australien qui a été à un moment soupçonné d'être Satoshi Nakamoto, qui a prétendu qu'il allait montrer qu'il l'était, a utilisé un mécanisme d'autoréférence. Enfin, il a produit un truc disant « Je suis Satoshi Nakamoto » pour expliquer qui il était, donc ça a fait rigoler tout le monde. Cela étant, là où il n'est pas complètement un enfant de cœur, c'est que je crois que c'est une des seules personnes physiques dans le monde à posséder chez elle un supercalculateur. Donc voilà, le mystère entoure ce garçon qui, depuis qu'il est sorti du bois, a essayé de déposer des brevets. L'histoire nous dira si c'est du flan ou pas. Enfin, en tout cas, en attendant, il y a 10 000 autres développeurs qui continuent à avancer. Donc l'argument que tu évoquais sur la vitesse est, à mon avis, un différenciateur important. Avec un modèle économique, a priori, de type patent pool pour démarrer, ça a l'air d'être plutôt ça, cette holding. Oui, elle a une stratégie très étonnante. Troll, hein. C'est-à-dire elle a choisi, ce qui est très inhabituel, de publier volontairement tous ses brevets avant le délai de 18 mois qui permet en général de continuer à travailler dans l'ombre. Elle a eu cette politique massive, 16 dépôts par an, ça veut dire qu'ils ont dû gratter tous les petits détails, mais ce sont des brevets solides, ce n'est pas du bidon. Donc c'est intéressant à suivre. Alors qu'est-ce que je recommanderais à une start-up? C'est de faire ce travail par rapport à son domaine particulier, déjà de regarder un peu quel est le terrain de jeu, quels sont les brevets déposés par les autres, quel est leur choix différenciant pour identifier ce qui est potentiellement brevetable. Et ensuite, se poser la deuxième question, est-ce que ça mérite d'être breveté par rapport à nos objectifs stratégiques, qui est peut-être de conforter un dossier de levée de fonds, qui est peut-être de mieux structurer un partenariat avec des partenaires plus puissants, etc. Et c'est un exercice que souvent les porteurs de projets apprécient et sont étonnés en fait. Ils ont leur idée sur un sujet très précis, une architecture très innovante, etc. On regarde sans a priori et on voit qu'il y a déjà beaucoup de brevets sur ce secteur. Et ça les force ensuite à dire « Ah oui, mais là, dans ce brevet, moi j'ai fait tel choix ». Et donc il y a une prise de conscience des choix différenciants qui est passionnante. Et souvent ils sortent en disant « Je ne me pensais pas aussi intelligent ». Parce qu'ils ont été amenés à verbaliser ce qu'ils sentaient intuitivement et confrontés, etc. Et à partir de là, ensuite, on peut mener une réflexion qui peut être de ne jamais déposer de brevets, de les publier volontairement pour couper l'herbe sous les pieds du concurrent. Voilà. Mais Philippe, je pense qu'il faut les accompagner. Tu avais quelque chose à dire? Une micro-incise pour compléter ce que vient de dire Pierre. Une fois qu'on a compris
qu'un certain nombre de sujets autour de ce domaine-là sont des sujets qui sont développés en open source, maintenus en open source, dont certains, encore une fois, tournent. Là, je ne vais pas reprendre la métaphore de l'autoroute, etc. On s'aperçoit, à travers d'ailleurs ce qui a été dit tout à l'heure, que les principaux enjeux, à la fois de gouvernance, de déploiement de services, etc., se font aux interfaces entre les blockchains et le monde réel. C'est là où il y a la première interface entre les assets digitaux et leur équivalent en euros, ça a été évoqué par Nadia, c'est un vrai sujet, dans lequel d'ailleurs il va falloir que le droit intervienne. Mais vous avez tout le reste. Donc moi, pour compléter, je me focaliserai en termes de dépôt de brevets sur des brevets portant sur les péages, les stations-service, etc. Je ne m'emmerderai surtout pas à essayer de breveter le bitume. Ça ne sert à rien. Et dans ces domaines-là, et quand on sort un tout petit peu de la sphère financière, il y a notamment toute une réflexion qui est en train de percoler sur le domaine de l'énergie, où là, pour le coup, dans les interfaces entre le monde énergétique et le monde réel, il y a de la propriété intellectuelle à aller déposer et à préempter, qui portera beaucoup plus sur les interactions entre les systèmes énergétiques et les réseaux de consensus distribués que sur le fonctionnement propre de ces réseaux de consensus distribués. Nadia, en fait, depuis le 28 juillet, parce que on a le droit en France de distribuer de manière autonome de l'énergie. C'est pour ça que Bouygues à Lyon travaille avec une start-up française qui s'appelle Stratum et avec Microsoft, et que Engie travaille également sur le sujet. C'est pour ça que. Mais c'était ça ma question. Quand vous voyez le slide de Pierre sur les thématiques et sur les sujets. Blockstream, ça. Et sur les sujets dont on a parlé, vous avez parlé d'ICAD, sur les sujets énergie, grid, puis transport. Est-ce que vous avez un pipeline de sujets dans votre groupement blockchain à la caisse pour les traiter les uns derrière les autres? Enfin, quelle est la hiérarchie? Est-ce que c'est un choix lié au business model? Est-ce qu'on peut en faire ou au plus facile, ou choisir un sujet qui n'est pas pris par les autres pour avancer plus vite? Je pense que sur les sujets énergie et transport, la France aurait son mot à dire. Alors, en fait, quand on travaille au sein de la communauté groupe Caisse des dépôts, on travaille sur les offres du groupe. On travaille sur les offres de l'établissement public et sur ses métiers fondamentaux, avec également ses clientèles quand même. Et on travaille également sur les segments des offres des filiales. Donc, on travaille effectivement avec Transdev, ICAD et la Compagnie des Alpes, avec la CNP, avec Aegis, etc. Et d'ailleurs, c'est une toute petite chose, mais depuis le 1er août, vous avez le droit de payer vos bus EasyLine de Transdev en Bitcoin, qui s'est associé avec Paymium, qui est une start-up française, qui est une plateforme de change en Bitcoin. Alors je dis c'est une toute petite chose parce que je ne sais pas. Mais et puis c'est du paiement en fait, enfin, c'est de la transaction. Mais alors, comment on fait? On a eu une phase d'idéation dans l'AppChain et on en a eu une aussi, dont parlait Philippe tout à l'heure, au sein du groupe, dans lequel on a vu émerger plusieurs centaines d'idées, en fait, à 80 personnes. Et on a sélectionné un certain nombre de cas qu'on a travaillé sur un modèle assez évident de regarder qu'est-ce que ça apportait d'un point de vue business, quelle est notre capacité à faire, est-ce que ça a un sens de le faire avec ces technologies ou pas? Parce que c'est quand même une question qu'il faut se poser. Blockchain, c'est pas la machine à tout faire. Donc, à un moment donné, il faut regarder si c'est opportun ou pas. Et aujourd'hui, on est en train de lancer les expérimentations en transverse au niveau du groupe. Et pas uniquement entité par entité. Voilà. Donc, effectivement, il y a des réflexions sur l'énergie, il y a des réflexions sur la Smart City de façon plus générale, sur la mobilité. Il y a aussi des réflexions sur des sujets transverses mais plus internes, notamment on travaille avec nos juristes parce que ça intéresse beaucoup les juristes de lier l'intelligence artificielle et la blockchain pour aller plus vite, plus loin et de façon plus sécurisée. Voilà, avec quand même un sujet sur le smart contract, c'est que la valeur de preuve en fait de la blockchain, elle n'existe pas. Sinon, il faut casser le droit civil, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Voilà. Et donc, on y travaille de façon large et en parlant à tout le monde. Parce que, déjà, c'est comme ça qu'on arrive à trouver les meilleures idées. Je veux dire que les 80 personnes qui étaient dans l'idéation au sein du groupe
On les a fait travailler sur les métiers banque, finance, assurance. On les a fait travailler sur les métiers qu'on appelle réglementés et juridiques chez nous. Sur les fonctions support, d'ailleurs des choses intéressantes sur les fonctions support pour casser la hiérarchie, enfin le système hiérarchique classique, et la distribution de compétences. Et on les a fait travailler sur mobilité, énergie et environnement. Ouais, donc ça touche vraiment. Enfin, transport, immobilier, énergie, environnement. Et on les a fait travailler sur les 4 groupes. Donc il y en a qui nous ont regardé un petit peu bizarrement au début. On leur a dit, vous êtes à la fois expert métier, vous êtes parfois ancien expert d'un autre métier, parce qu'on n'a pas une carrière forcément linéaire. Et puis en plus, il y a un truc assez évident, vous êtes citoyen et consommateur. Et les idées, elles arrivent comme ça. Bon, après, il faut les trier. On se rend compte que parfois, on a les mêmes que nos voisins. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc si on rejoint le sujet des brevets aussi et de ce qu'il faut faire ou pas faire. En France, il y a un petit sujet sur l'investissement. Avec Philippe, on y travaille, mais il y a une courbe peut-être à mettre en parallèle de la courbe des brevets, c'est que du financement. C'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 1,5 milliard de financement dans des entreprises blockchain qui ont déclaré avoir reçu un investissement, parce que le recensement, il est fait sur la base déclarative, qu'il y a au moins 900 millions qui sont plutôt aux États-Unis, en Asie et un peu en Australie, que la France arrive en 12e position du reste du monde devant l'Allemagne, mais que le montant maximum, enfin cumulé des investissements, il dépasse jamais 70 millions dans tous les pays qui restent derrière, et que les gens, ils lèvent 600 000, 1 million d'euros sur une API bien spécifique. Qu'on reste sur le même problème. Et ils sont obligés, et les startups, ce qu'elles font, c'est qu'elles développent leurs produits, mais elles font beaucoup de BFR en faisant des POC avec nous et d'autres. Et donc, il y a un moment, il y a un enjeu de développement stratégique de ces boîtes. Quand Blaze Master, elle crée Digital Asset Holding, elle lève 65 millions de dollars. Et non pas 600 000. Et voilà, et non pas 600 000. Donc, elle ne fait pas d'époque, elle fait un truc avec... Donc, au moins, pour ça, la France, on est assez constant, que ce soit blockchain ou c'est pas. La France, hein, c'est un sujet européen, c'est pas un sujet français. Nous, on travaille aujourd'hui avec un institut de recherche technologique pour travailler avec des chercheurs du CEA, de l'INRIA, etc. Parce qu'effectivement, les autoroutes, il y en a qui existent. Celles qui vont gagner, ce n'est pas forcément celles qui existent aujourd'hui. Bah, c'est ça. Et il faut bosser sur la crypto, sur les maths. Non, mais là, c'est un vrai sujet et vous êtes obligé de le porter, Philippe, parce qu'il ne faudrait pas qu'on refasse la même bêtise dans ce secteur que dans le reste. Il y a 2 sujets. C'est pour ça que je ne parle plus de start-up, on parle de briques technologiques. S'il n'y a pas, on a parlé de scalability, s'il n'y a pas justement un effet volume, on va rester encore à la traîne et ça ne scalera rien du tout. C'est ce que dit Nadia, c'est un sujet... c'est un sujet européen, et quand je dis européen, je dis désormais d'Europe continentale. On a une estimation avec Nadia qui fait consensus entre nous deux, donc qui est vraie. C'est vrai. Et qui n'a été contesté. Jamais influencé par nous-mêmes. Qui n'a été contesté jusqu'ici par personne, donc elle est doublement vraie. Et cette conviction, elle est de 2 ordres, c'est qu'on a, le cadre, on est en train d'assister à une course aux armements entre les États-Unis et l'Asie, dans lequel le Brexit et le Trumpexit ne sont que des amplificateurs. Regardez l'ambition affichée de Singapour de piquer à Londres sa place de plateforme financière mondiale. Ils y mettent les moyens. Donc la question c'est, est-ce qu'on va continuer à regarder passer au-dessus de notre tête des tests de missiles balistiques, ou est-ce qu'on va s'apercevoir qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose? À l'échelle européenne, on pense que c'est très simple. Il y a un seul chiffre à retenir qui s'applique dans 2 cas. On pense qu'il faut 500 millions d'euros sur 2-3 ans en financement de recherche appliqué à l'échelle de l'Europe continentale. Et on pense qu'il faut à peu près le même montant en capital risque à déployer sur 2-3 ans à l'échelle de toute l'Europe continentale. Mais il est temps de pousser ça pour qu'on ne soit pas encore à la traîne et surtout qu'on n'émiette pas. 400 millions d'euros uniquement sur les États-Unis. Uniquement. Mais c'est pas que le secteur banque assurance jusqu'à 2019. C'est l'estimation de McKinsey. C'est qu'un secteur, c'est qu'un. Mais c'est pas juste le montant, Philippe. On l'a déjà vu sur d'autres sujets. Là, c'est la façon aussi de l'orienter, de l'aiguiller et de scaler, parce que sinon, si on émiette, et comme disait Nadia, il y a des startups qui prendront 600 000 pour financer du BFR, c'est pas très intéressant. Avant de scaler, il faut assembler. Et c'est ce que fait par exemple le Digital Currency Group à New York de Barry Zilbert et qui nous inspire pas mal dans nos réflexions avec Nadia aujourd'hui. C'est que les startups blockchain qu'on croise, on ne prétend pas les avoir toutes vues. Il y en a plein qui sont sous les radars. Elles ont une caractéristique assez commune, c'est que vous avez à la fois un cofondateur CTO qui est ultra brillant, pour ne pas dire archi-autiste,
et qui est extrêmement, extrêmement... On navigue entre fait des le choses- psychopathe et le... qui fait des choses que celui comprend. Et vous avez qu'il a du mal à derrière, partager avec en l'autre. termes de business, des gens de bonne volonté, mais qui sont pas encore très très à l'aise sur où est-ce qu'ils veulent aller. Mm. Ce genre de boîte et ce genre de compétences, il faut être en mesure de les accélérer, mais pas à la méthode classique, pas à la De sauce les classique, aspirer, et exactement. de les recombiner entre elles si jamais on s'aperçoit que le business model tient pas la route, et il faut recombiner les équipes. C'est ce que fait Barry Zibert. Je voudrais ajouter un dernier truc sur lequel, en France, et c'est pas pour nous faire du French bashing, mais on ferait bien d'être un peu meilleur, qui est un sujet tout con de marketing. Nadia évoquait les enjeux de cryptographie. Il y a un enjeu majeur en crypto sur les 3-4 ans qui viennent, qui est le Graal, qui permettrait de réconcilier le respect de la vie privée, qui, je vous le rappelle, va être encadré de manière extrêmement stricte par le droit de l'Union européenne à compter de quelques mois, et les sujets de partage et de collaboration, qui est le chiffrement homomorphe. Le chiffrement homomorphe, si vous devez retenir qu'une chose, c'est un, c'est super compliqué, et deux, ça vous permet en gros de donner accès quand vous voulez, à qui vous voulez, aux propriétés de vos données, sans jamais dévoiler celles-ci. Et comme vous avez compris tout à l'heure, si mon petit topo sur Internet a été clair, dès que vous dévoilez vos données à quelqu'un via Internet, en fait, il les copie. Hein. Le chiffrement homomorphe, alors ce qui est très drôle, c'est que quand vous vous intéressez au sujet, vous tombez assez rapidement sur le site Internet du MIT, où il y a un projet qui s'appelle Enigma, Ouais. avec un cas d'usage sur l'ADN qui est intelligible pour tout le monde, qui est de dire en gros comment est-ce que je peux Ouais, sur la génétique. faire analyser les propriétés statistiques de mon ADN pour savoir si j'ai des risques d'avoir ceci ou cela, que sans l'info, jamais filer mon ADN à Google. Ouais. Voilà, la promesse d'Enigma, c'est ça. Mm. Ce que personne ne sait, mais personne, c'est qu'en France, vous avez 2 labos du CEA qui sont au moins au même niveau en termes de recherche académique, sauf que le CEA n'ayant toujours pas embauché de directeur marketing, personne ne le sait, tout le monde s'en fout. Ouais, Et donc, on est en French bashing habituel qui est on est nul, on s'intéresse pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Simplement, il serait temps qu'on montre nos muscles, qu'on le fasse éventuellement avec nos On amis est allemands. obligé, Enfin, c'est urgent, voilà. c'est urgent. Et parce que là, je suis parti, donc on m'arrêtera plus. Mais ça va être super court. L'enjeu politique, puisqu'on revient à la question politique, c'est lequel? C'est probablement à l'échelle de l'Union européenne de changer un tout petit peu de mode culturel de fonctionnement, et plutôt que de se dire on va attendre que les 2 plus puissants en termes de démographie ou de PIB, genre les Français et les Allemands, se soient mis d'accord sur un consensus mou qu'on va essayer de proposer aux autres, il serait peut-être temps qu'on se mette à courir derrière le plus rapide. Ouais. Ce que disait Pierre sur la vitesse. Et dans ces cas-là, il y a un seul État de l'Union européenne derrière lequel il faut courir et dont il faut s'inspirer, c'est l'Estonie. L'Estonie. Ben oui, Ouais. l'Estonie qui a complètement digitalisé son administration pour des raisons géopolitiques d'ailleurs, hein, Mm. qui était d'assurer la continuité de l'État estonien en cas d'invasion russe. Il faut juste se rappeler que le point de départ de ces sujets, il est souvent, comme tu le disais sur les brevets, l'analogie militaire, elle n'est jamais très très loin. Mais derrière, l'Estonie utilise des blockchains pour gérer un certain nombre de processus administratifs, parce que si vous avez compris qu'en gros, la blockchain, c'est la traçabilité auditable de n'importe quoi, si vous avez des processus administratifs qui sont traçables et auditables et que vous pouvez distribuer, vous les rendez résilients et vous les rendez opposables par les citoyens. Pierre, avant que je Sur pose le une question à Serge et qu'on donne la parole aux amis. Juste sur le chiffrement homomorphe, il y a une société française, Valix, Serge Binsock, Jonal Gulzin, qui fait des choses très intéressantes. Quelle taille quelques dizaines de personnes. Oui, c'est ça. On est investisseur à travers le fonds. Enfin, vous êtes investisseur à travers vos impôts, le programme d'investissement d'avenir, Tu connais, le fonds ambition numérique dans Walix. Sauf que là, c'est pareil. C'est la première fois que j'entends parler de ça chez Walix. Ouais. Personne ne le sait. Les brevets sont déposés. Bah, on va les inviter, ce sont nos amis. Et puis, deuxième petite expérience très prosaïque, mais je suis avec beaucoup de sympathie, c'est le Paul Léonard de Vinci, avec Jean Romer, qui a fait 2 choses. Ils ont utilisé blockchain pour les diplômes, pour la sécurisation des diplômes. C'est une petite application très prosaïque, mais intéressante. Et puis, c'est la première école, à ma connaissance, qui a créé un cycle d'ingénieurs blockchain. Serge, vous avez écouté sagement. En fait, je pense que nous, on n'a jamais eu une matinale aussi géopolitique, sociologique et de protection. Et c'était beaucoup plus cette tonalité. Ça démarre bien l'année. C'est raccord avec l'actualité. Avant qu'on demande aux amis de poser des questions, quel est votre feedback, Serge, et le retour de cette table ronde? Surtout si on a mis un peu plus les mains dans le cambouis sur les vrais sujets, les pains de la France ou les sujets qui sont le plus en train de se développer. Qu'est-ce que ça vous suggère comme commentaire?
Enfin, ça va être des banalités. Moi, je crois que j'ai beaucoup analysé la France, l'innovation. Moi, une de mes conclusions, c'est ça part la question suivante. Pourquoi, quand on arrive à Londres, à New York, Los Angeles, il n'y a pas autant de bonnes boulangeries qu'en France? C'est pas une question d'ingrédients. Je veux dire, les ingrédients, ça se transporte. C'est pas une question de compétences, ils viennent se former en France. C'est une question de demande de clients. C'est qu'en France, on sait très bien que les Français sont très éduqués, ils veulent du bon pain, et pas dans les autres pays. Moi, je pense que c'est une des clés de l'innovation en France, c'est qu'on a des ingénieurs, etc., mais il n'y a pas assez de demande de clientèle. Il y en a dans certains secteurs, dans d'autres, moi j'ai des startups actuellement, j'en ai une qui, je le vois bien, hein, qui travaille sur des jeux pour faire générer de la créativité. Ce qui est dur, c'est de trouver des clients qui disent tiens, c'est intéressant, je m'en fous si ça marchera pas, moi je vais essayer avec toi, quoi. On en parlait tout à l'heure, moi je suis contre les aides de l'État. Je veux dire, ça ne sert qu'à fabriquer une seule compétence qui est de savoir chercher les aides de l'État, quoi. En revanche, si l'État était un client exigeant, c'est comme ça qu'on fonderait une start-up. Moi, je suis content que la Caisse des dépôts fasse ce truc-là, parce que moi, ce que j'attends de la Caisse des dépôts, je me dis, c'est que vous allez être des clients, quoi, pour des start-up. C'est-à-dire des gens qui vont dire, allez, on y va, faites-moi un truc, et puis je t'emmerderai jusqu'à ce que ça soit bon, quoi. Et moi, je crois que c'est là surtout le nœud, hein. Pour avoir fondé 5 start-up, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux qu'un client exigeant pour progresser. Et puis la deuxième chose, il faut aller chercher ailleurs les clients, quoi. Si on ne les trouve pas en France, on ira les chercher ailleurs. Enfin, je veux dire, vous savez très bien que dans la Silicon Valley, vous arrivez. Enfin, moi, je me souviens de ma première start-up, c'était un essaimage de France Télécom. Oui, mais même, non, quand même. La Californie, c'est un peu spécial, hein. La Californie a failli être française en 1821, donc c'est bien, on a raté de peu, quoi. Mais moi, je me souviens quand Heidi, la France Télécom, premier essaimage, hein, en 99, j'allais dans la Silicon Valley, je disais, j'ai une technologie française, et tout le monde me disait, ah, on sait qu'elle est de très haute qualité, quoi. Et d'ailleurs, si je suis allé dans la Silicon Valley très vite, c'est parce qu'il y a 25 ans, un Américain m'avait dit, vous les Français, on vous adore, vous êtes des gens intelligents, raffinés et cultivés, vous avez la meilleure R&D au monde, vous avez les meilleurs chercheurs au monde, et en plus, vous n'êtes pas des concurrents. On va passer aux questions, parce que Qui a envie de poser des questions Pierre? Non? Non, peut-être une réaction par rapport à ce qui était dit sur les clients. Ok, par contre, moi je suis assez ravi, alors ceux qui connaissent savent que ça m'intéresse, mais que la Caisse des dépôts joue un rôle de stratège. Il y a eu beaucoup de temps dans l'entrepreneuriat, l'innovation, où on a dit que ce n'était pas le cas et que probablement on avait raté des trains aussi à cause de ça. C'est pas que d'injecter de l'argent, c'est aussi de prendre ce rôle que visiblement vous avez pris tous les deux, d'essayer, ça ne veut pas dire de diriger la musique, mais de la faire comprendre, la partager et faire que des acteurs. Moi j'ai discuté avec Transdev il y a un an et un des patrons me dit et votre avis sur la blockchain? Je suis resté la bouche ouverte. J'étais là, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas. Je ne sais pas et je dis rien, je ne saurais pas de quoi je parle. J'ai depuis lu beaucoup de choses parce que je me suis dit pourquoi il me demande ça. Et je trouve que c'est bien que vous preniez cette approche. Alors après, la difficulté, c'est qu'effectivement, on voit arriver des sujets que nous, on connaît très très bien sur l'ambition et les moyens qui sont mis à disposition. Ça ne veut pas dire donner de l'argent, ça ne veut pas dire donner la béquille, mais on sait bien qu'on n'a pas assez d'investisseurs et qu'on est dans une phase de démarrage d'une activité qui a l'air d'être absolument structurante pour l'avenir et que donc il faut insuffler de l'argent dans les phases de démarrage pour les équipes qui collaborent et là aussi probablement par rapport à certains de vos, j'allais dire collègues, c'est pas des collègues, mais sur le fonds stratégique d'investissement, le CGI, la BPI, ce qui se passe derrière, il faut absolument alimenter la machine. Et les jeunes derrière qui vont construire tout ce futur, qui doivent trouver un peu... Est-ce qu'il y a des questions? Maxime, tu dois avoir une question? Tu veux un... On t'entend ou... Parle très fort, on t'entend pas très bien. On t'entend pas, lève-toi. C'est que le montant total de Bitcoin est capé, Oui. est limité, et qu'il est donc déflationniste. Et que j'ai lu cet été... Ça se débat, mais moi je suis d'accord sur le fait que ce soit déflationniste. Alors, par exemple, je crois savoir que c'est possible d'être changé avec, par exemple, des contrats intelligents, avec les smart contracts.
dépendant de la manière. Ethereum est un peu différent, je crois. Il ne peut pas être vraiment déflationniste, mais il peut être désinflationniste. Et ma question, c'est par exemple, au moment de la dernière distribution de Bitcoin pendant les hash, il y a eu un problème parce que les gens se demandaient si le prix du Bitcoin appliqué en dollars, donc au prix de l'énergie, permettrait un minage qui soit rentable, économiquement parlant. Oui. Ce qui fait qu'il y a Bonne question, Maxime. ce qui fait qu'il y a un problème de décorrélation entre le prix de l'énergie dans notre monnaie, enfin dans la monnaie qui est utilisée majoritairement, donc euro ou dollar, et le Bitcoin. J'ai peut-être tort. Hein. Non, mais elle est bien la question, c'est bien. En fait, il y a effectivement 21 millions de bitcoins émettables, enfin qui peuvent être émis. Et tout à l'heure, quand je parlais des pain points, j'en ai oublié un, c'est la dépendance aux acteurs. Et donc, la dépendance aux mineurs, elle est double. Elle existe par le fait qu'il y a une extrêmement forte concentration des mineurs. Hein. Elle est, plus de 60% est localisée en Chine et représentée par 4 poules de minage. Donc, c'est assez oligopolistique pour quelque chose qui est censé être décentralisé. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a une question, c'est que si on mine, on a une rémunération et l'incentive, c'est lui-même le Bitcoin. Donc il se trouve qu'en juillet, on a divisé par 2 de façon automatique, puisque c'est inscrit dans le protocole, la rémunération, parce qu'on avait atteint un certain montant de volume diffusé. Donc, mais il y a 2 façons de rémunérer le mineur. Il y a le rémunérer sur son minage, et il peut y avoir une rémunération sur la transaction. Et un bitcoin, c'est décentralisable au 100 millionième. Donc, aujourd'hui, ça dépend. Est-ce que cette infrastructure va être utilisée avec le bitcoin comme crypto-monnaie et comme monnaie d'échange ou comme véhicule de transport, de transaction? Il y a des questions comme ça qui se posent. Je suis d'accord qu'il y a un sujet sur le côté déflationniste du Bitcoin. Ensuite, c'est un protocole aujourd'hui à un instant T. Hein. Il y a des technologies comme Lightning qui permettent de faire plus de transactions et d'utiliser Bitcoin comme la chaîne principale. Il y a des gens qui travaillent sur des sidechains, des choses comme ça. On est vraiment au début, donc peut-être que demain, ça ne sera pas Bitcoin, ce sera autre chose. Et peut-être que ce sera juste un euro crypto-monnaie, puisque ça rentre quand même dans un processus de dématérialisation de la monnaie. Et après, Ethereum, c'est une autre façon de gérer. Et sur Ethereum a été créé en 2013 par Vitalik Buterin. Donc c'est bébé, quoi. C'est vraiment tout bébé. Sur la question que vous posiez sur l'énergie, l'autre point qu'il faut garder en perspective, il est double. Le premier, c'est que tout se passe en Chine aujourd'hui pour une raison qui est toute bête, c'est que l'électricité se pirate assez facilement et qu'elle n'est pas chère, et qu'elle est d'ailleurs dégueulasse, puisque c'est du charbon. Mais vu la transition énergétique dans laquelle on est, et vu l'accélération très surprenante du déploiement du solaire notamment, qui à chaque fois bat les anticipations en termes de descente de coûts. Enfin, moi, je serais EDF pendant l'été où je serais dans le solaire. Je me poserais la question de me dire, est-ce que finalement, répartir de la capacité au moment où on est en creux d'énergie et où de toute façon l'énergie qu'on produit est fatale parce qu'une centrale, ça ne s'arrête pas exactement en appuyant sur un bouton, ça ne se redémarre pas non plus en appuyant sur un bouton. Il y a des choses qui se regardent. Et à mon avis, ce sujet-là de l'énergie, il est transitoire à l'échelle de 5 à 10 ans. La deuxième chose, c'est que comment dire ça ? Il y a des travaux qui sont considérables, qui sont conduits sur les différents mécanismes de consensus et d'évolution de protocoles de consensus. Et de toute façon, s'il faut retenir qu'une chose, c'est que rien n'est, comme le disait Nadia, rien n'est gravé dans le marbre. En fait, on est face à des expérimentations de taille mondiale qui ont émergé de nulle part et qui n'ont été encore une fois gouvernées par aucun consensus entre des dirigeants et des puissants, qui sont quand même encore très instables. Je vous rappelle souvenez-vous, rembobinons d'un an. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début 2016, Bitcoin, c'était pas propre du tout. Ethereum, c'était génial. Vous vous souvenez de ça ?
Ethereum, c'était fantastique parce que c'était programmable. Il y avait un crypto-asset dont personne ne comprenait exactement. Enfin, ça s'appelait l'Ether, donc c'était plus volatile que le Bitcoin, donc c'était très bien. Et à l'époque, hein, dans la série, je prends des positions tranchées sur ce que je ne comprends pas. Les gens vous disaient Ethereum, c'est bien, Bitcoin, c'est pas bien du tout. Ok. Bon. Jusqu'au moment où s'est produit un accident industriel qui a failli emporter tout Ethereum, qui était the DAO. Où là, on s'est tapé. La leçon de the DAO, c'est quoi? C'est qu'un langage de programmation, Ethereum et ses smart contracts portent une promesse extraordinaire, mais qui est liée au fait que le langage de programmation qui est au-dessus du réseau de transactions est un langage extrêmement riche. Il est même Turing complete. Moi, j'attends que quelqu'un m'explique ce que ça veut dire, mais j'en ai retenu qu'en gros, il était extrêmement fouillé, extrêmement complexe, extrêmement riche, il n'y a pas de décimale avec un très grand nombre de commandes possibles. Le problème, c'est que plus votre langage de programmation est développé et riche, plus son auditabilité, plus le code qui est fourni est complexe, plus la vérification du code est compliquée, alors qu'à l'inverse, le langage de programmation de Bitcoin, il doit reposer sur une demi-douzaine de commandes. Et donc les gens qui développent dessus vous disent, un script Bitcoin, c'est super facile. Ça se lit et ça s'interprète et ça se débug à l'œil. Et en fait, dans The DAO, ce qui s'est passé, c'est que The DAO, ce n'était pas du tout des gens qui avaient envie d'en enfumer d'autres. C'était un script, c'était du code dans lequel il y avait une erreur d'architecture qui avait été identifiée en 2014, que quelqu'un sur un forum avait mentionné en disant vous ne croyez pas que là, en gros, on pourrait avoir un problème parce qu'on pourrait rentrer dans une boucle récursive où on continue à retirer des fonds sans jamais vérifier le sol, parce qu'en gros, c'était ça le problème. Ils avaient juste rendu possible le fait d'itérer récursivement sur des transferts de fonds sans vérifier les balances. Ok, vous me suivez? Oui, il est là, bon. Et donc, il y a un hacker. Il y a un hacker qui s'est dit, à partir du moment où sur The DAO, on vous explique que le code fait foi, moi, je vais implémenter un programme, puisque le code fait foi, je vais juste exploiter une vulnérabilité. Et en 2014, le type qui avait dit, vous ne pensez pas qu'il y a un problème, quelqu'un lui avait dit, mais quand est-ce que tu crois, dans quelles circonstances penses-tu que ça pourrait se produire? Et quelques jours après l'accident, il est revenu en disant, voilà maintenant. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes face à une gigantesque bêta. D'ailleurs, la version 2, le Mauve Paper a été publié il n'y a pas longtemps. Tous ceux qui s'imaginent que ce sont des infrastructures sur lesquelles on peut déployer des sujets industriels tout de suite, se trompent un peu, ce qui est normal. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on on est des humains, donc on est linéaire. Donc quand quelqu'un vous dit dans 2 ans ça sera prêt, tout le monde pense dans 2 ans ça sera prêt. Ça ne sera pas prêt dans 2 ans. Ça sera prêt dans 5 ou 6 peut-être, ou dans 3 ou 4. Ce qu'on sait, c'est que quand ça sera prêt, et là où ça déploiera, ceux qui ne se seront pas préparés seront derrière. Et puis il y a un autre sujet, c'est que ça dépend de l'usage. Sur Ethereum, on peut faire des choses avec le smart contract. Okay. Sur Bitcoin, on a d'autres usages qui émergent, et notamment qui émergent dans des pays où il y a un problème de confiance vis-à-vis de l'état de l'administration, comme en Afrique, et c'est pas neutre. Et parce que l'usage est différent, parce qu'on va utiliser la certification, etc. Et si on réfléchit, on a vu à Hyperledger tout à l'heure, IBM se promener là. Quand on parle d'Hyperledger, en fait, il y en a 6 de code. Il y a 6 protocoles dans Hyperledger. Et il y a Intel qui en a développé un et qui va être, lui, plutôt orienté Internet des objets. Et un autre qui va être orienté sur la finance qui s'appelle Corda et un autre. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se produire au final et ces protocoles-là vont avoir des usages différents. Votre question? J'aimerais avoir le sentiment des intervenants sur le fait que ni Google, ni Apple, ni Facebook ne parlent d'initiatives autour de la blockchain, alors que Google, avec les requêtes qu'il doit avoir sur ce sujet-là, doit se dire qu'il y a sans doute une mine. Donc, quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'ils font des choses dont ils ne parlent pas ou enfin, pourquoi ils ne manifestent pas d'intérêt autour? Philippe. Difficile de répondre à votre place. En tout cas, il n'y a pas d'initiative qui soit connue. Ça ne veut pas dire qu'ils ne regardent pas le sujet. Ça, c'est le premier truc. Il y a un des géants que vous n'avez pas cité parce qu'il se débrouille toujours pour être beaucoup plus discret que les autres, mais qui en fait joue dans la même cour. C'est c'est le M qui n'apparaît pas dans GAFAM, qui est Microsoft, qui lui pousse énormément sur sa plateforme Azure. Après, il y a 2 entreprises qui, à mon avis, sont en train de regarder. L'une, c'est de notoriété quasi publique, et l'autre est très probablement en train de le vérifier aussi, qui sont les entreprises de la pseudo-économie collaborative. C'est pareil, l'économie collaborative, on s'est refait un Woodstock, Yukaida, tout le monde partage avec tout le monde. En fait, non.
L'économie collaborative, c'est le résultat de l'appauvrissement massif des classes moyennes depuis 10 à 15 ans, qui fait que certains n'ont plus accès à la propriété et que d'autres qui ont eu accès à la propriété ont besoin de compléter leur fin de mois et donc d'activer leur propriété. Je parle de Airbnb et d'Uber. Airbnb a racheté il n'y a pas très longtemps une ou deux startups blockchain et doit regarder le sujet avec énormément et c'est naturel, d'intérêt, ne fût-ce que pour simplifier ses back-office et éventuellement vérifier. Et quant à Uber, ils se font chatouiller assez régulièrement par des projets qui ne sont pas du tout assez matures, comme Arcade City qui s'est effondré sous la demande. Mais ce sont ces gens-là qui ont réussi à capter une ressource de rente sur des réseaux de gens qui collaborent, qui ont le plus, à mon avis, à redouter. Donc c'est eux. Facebook est extrêmement centralisé déjà. Apple a un modèle complètement vertical. Apple, et Google, c'est le XXe siècle. Et Google, de toute façon, Emmett est en train de dépasser ces sujets-là. Enfin, ça ne les menace. Je pense, voilà, pardon. Ils n'y sont pas parce que ça les menace absolument pas. Il y avait là une question. Je suis à l'INRIA, donc on a un peu parlé de recherche, mais on ne va pas détailler, mais j'étais avant dans la carte à puce, dans l'industrie de la carte à puce, et moi, il y a quelque chose qui m'étonne vraiment, c'est que le mot sécurité n'a pas été utilisé une seule fois. On en a parlé au tout début en disant oui, qu'on est... Très très peu, mais bon, voilà, c'est parce que probablement... On parle de crypto. Oui, on parle d'éléments, de composants, mais crypto, effectivement, bien sûr, mais enfin, disons que moi qui viens des transactions électroniques sécurisées, la sécurité, voilà, est certainement sous-jacente, c'est évident, mais elle n'est pas mise sur la table comme étant un élément déterminant d'une certaine manière par rapport à la stabilité, par rapport à l'énergie, par rapport au consensus, par rapport à un certain nombre d'autres composants de la blockchain en général et du Bitcoin en particulier. Donc ça, c'était une constatation. Et ma question, c'est est-ce que, pour ce qui concerne l'offre française, en dehors des grands utilisateurs, des grands industriels qui s'intéressent pour leurs propres besoins, avec l'aide ou pas de start-up, est-ce que pour ce qui concerne les Français, les sociétés qui ont une grande expérience de la sécurité et de la sécurité des transactions, c'est un atout pour notre pays par rapport aux opportunités de la blockchain? Alors déjà, j'ai peut-être pas moi abordé la sécurité quand on a parlé de cas d'usage, mais ça fait partie des points d'exigence qu'on regarde de toute façon. C'est-à-dire que c'est quand même un protocole informatique, et donc de par lui-même, il faut qu'il soit sécurisé. Et si on l'intègre dans un SI, il faut aussi qu'il réponde à l'ensemble des exigences de sécurité informatique. Donc ça, c'est un point qu'on regarde de façon systématique et qu'on teste. Et on le regarde aussi dans les travaux qu'on va faire avec l'Institut de recherche technologique qui travaille avec des personnes de chez vous. Ça, c'est un premier point qui est important. Donc, Philippe parlait de la sécurité, disant que le protocole n'avait pas été hacké, etc. Il y a des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas scientifiquement démontrées, notamment les problématiques de consensus. On sait très bien que ce n'est pas démontré, mais que pour l'instant, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on accepte, il y a d'autres choses qui ne sont pas démontrées. On sait pourquoi le béton prend, mais pas complètement, en fait. Voilà. Non, mais c'est un vrai sujet. Donc ça marche, tant mieux. Et pour l'instant, voilà. Donc sur les boîtes qui font de la sécurité informatique, on en a croisé quelques-unes avec Philippe. Donc il y a des gens qui regardent le sujet. Nous, on travaille avec certains d'entre eux. Est-ce que c'est un avantage pour la France ou pas? Ça va être la même question que sur le reste, à mon sens. Oui, Philippe, tu voulais rajouter un mot sur sur la cyber, mais pour l'instant, il y a souvent un sujet, et là, je reprends l'exemple des papilles avec les jeunes, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont contre de façon systématique et sans réfléchir. Et il y en a quand même beaucoup dans ce domaine. Et pour citer personne, nous-mêmes en interne, on commence à travailler avec la RSSI, d'accord ? Parce que si on avait commencé avec la RSSI, on serait allé nulle part. Et c'est pareil. Pour ne citer personne. Pour le régulateur, quand on travaille avec le régulateur, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais on commence d'abord à innover sans mettre le gendarme dans le bac à sable. Vous foutez un gosse avec un gendarme dans un bac à sable, il s'arrête de faire quoi que ce soit. Donc c'est hyper important ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement naïf et on a besoin que ça tourne derrière, etc. Donc
on regarde ces points-là, mais pour commencer, il faut laisser un peu de place à l'innovation. Je voudrais compléter. Effectivement, on a assez peu couvert le sujet de la sécurité. Trois remarques. La première, c'est qu'il y a une sécurité d'architecture qui est garantie, même si ça peut sembler contrarien à certains d'entre nous, par le fait que l'ensemble du code est open source, que l'ensemble de l'évolution de ce code se fait à la majorité, au consensus des développeurs, et que de toute façon, si vous implémentez quelque chose qui n'est pas suivi par la mise à jour des utilisateurs, la démarche open source dans ce type d'architecture est, à mon avis, un des piliers de la sécurité. La deuxième chose, et ça, je vous renvoie à des gens beaucoup plus compétents techniquement que moi, c'est que comme la sécurisation cryptographique de la blockchain se fait de manière exponentielle, puisque dès qu'un bloc est validé, son empreinte numérique, son H256, fait partie des ingrédients qui vont constituer le hachage du bloc suivant. La plupart des banquiers, y compris des banquiers centraux, font consensus aujourd'hui pour estimer qu'une transaction qui a plus d'1 heure dans la blockchain de Bitcoin, c'est-à-dire qui est dans le 6e bloc ou plus ancien, est infalsifiable. Parce qu'il faudrait pour la caviarder la puissance informatique de quelques centaines de Google combinés, ce qui n'est pas pour demain. Remarque incidente, il y a des gens qui vous disent, parce qu'ils ont lu ça dans Sciences et Avenir, et l'ordinateur quantique. Ouais. Et là, quand vous discutez avec des spécialistes, en fait, ils vous expliquent que, effectivement, en théorie, un ordinateur quantique, ça sait faire plein de choses, sauf qu'il faut lui expliquer ce qu'il faut faire. Or là, sur des blockchains dans lesquelles le cycle de validation est de 10 minutes, il faudrait que vous ayez identifié ex ante, non pas la clé publique, mais l'adresse publique Bitcoin sur laquelle vous voulez intervenir, et que vous soyez capable de la casser en moins de 10 minutes, en tout cas plus vite que le consensus de toutes les machines qui sont en train de sceller la transaction dans un bloc. Le consensus aujourd'hui des experts sur ce sujet, ils ne sont pas très nombreux, mais quand vous discutez avec eux, ils vous disent juste c'est impensable. C'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans ça aura bougé, mais dans 10 ans les protocoles de chiffrement auront bougé aussi. Dernière chose, et à mon avis c'est là le truc qui est fondamental, et j'espère que, s'il y a un truc avec lequel j'aimerais que vous repartiez, c'est celui-là, c'est que l'architecture en elle-même telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas sur les blockchains publiques les plus déployées, est une architecture qui jusqu'ici n'a jamais été compromise. Les enjeux de sécurité pour le moment ne sont pas dedans, ils sont aux périphéries. Et je vais prendre un exemple tout bête, si vous voulez, en étant convaincu par cette discussion, vous ouvrir un portefeuille en Bitcoin, vous allez vous retrouver avec une clé publique qui vous servira à transacter et une clé privée. La clé privée, si vous la photocopiez et que vous la donnez à votre grand-mère, vous venez juste de lui donner accès à votre coffre-fort. Et la plupart des enjeux de sécurité aujourd'hui, ils sont dans la conservation et dans la protection des clés privées. Vous avez deux types d'approches. Très curieusement, vous avez l'approche papier, où vous notez la clé privée dès qu'elle a été générée sur un bout de papier. Vous faites 3 photocopies chez vous, sur un photocopieur qui n'est pas connecté au réseau. Et vous allez déposer chacun de ces papiers dans un coffre chez vous, et 2 coffres dans 2 banques différentes, parce que vous savez que si vous la perdez, si vous la filez à quelqu'un, il vous pique vos avoirs, et si vous la perdez, personne ne pourra retrouver vos avoirs. Il y a ce disque dur dans une décharge publique quelque part qui contient l'équivalent de 9 millions de dollars en Bitcoin, et le type qui a bazardé son ordi avait juste noté la clé privée dedans. Voilà, donc c'est aux périphéries qu'il faut regarder. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. L'autre approche cryptographique sur les protections de clés privées, c'est ce que fait une des startups françaises les plus en pointe là-dessus, qui est Ledger, qui a développé une espèce de petit module USB contenant un secure element, et dans lequel votre clé privée, dont votre clé privée ne sort jamais. Jamais. Et donc, ce qui est le meilleur moyen d'éviter qu'elle puisse se propager ou qu'on puisse y avoir accès. Mais encore une fois, il y a des enjeux de sécurité colossaux. Ils sont à la périphérie des systèmes. Nadia, si vous voulez y aller, parce que vous m'aviez dit que vous aviez... On prend une dernière question ou c'est bon? En tout cas, ça veut juste dire qu'il faudrait qu'on ait d'autres sessions blockchain et qu'on invite vraiment des startups, et pas que des startups. C'est très sympa pour la personne de l'INRIA d'avoir posé la question. On pense vraiment, par rapport à ce qu'on disait Philippe, même pour la partie financement, agréger des labos d'excellence avant même que ce soit des startups, c'est juste la bonne idée à avoir.
parce que c'est là où il y a les compétences, mais il faut les agréger. Donc, on se fera une autre séance blockchain plus opérationnelle. Merci beaucoup à vous tous. On a débordé, mais le sujet est intéressant et comme on pense que on pourrait avoir de l'avance, c'était bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Serge. Très prudent. Oui, ça donne un panel. Merci, c'était rapide mais très clair.